Le Saint Graal, professeur Jones. Le calice utilisé par le Christ lors du dernier repas. La coupe qui a recueilli le sang de la crucifixion et fut confiée à Joseph d'Arimathie. La légende d'Arthur? J'ai entendu plusieurs fois ce conte pour enfants. La vie éternelle, professeur Jones. Le don de la jeunesse pour celui qui boit au Graal. Ah, mais c'est un conte pour enfants que j'aimerais vivre. Hello there. You take the red pill. Nom de Zeus. Wingardium Leviosa. You're précieux. Get away from her, you bitch! Toi, tu creuses. Hasta la vista, baby. Salut les aventuriers du lundi et bienvenue dans La Saga, le podcast où on regrette la belle époque où Sean Connery portait une moumoute. Je suis Sofiane et avec moi comme toujours Zoltana Jones. Bonjour à tous, ça fait trop- plaisir de vous retrouver après cette absence. Zoltana Jones, ça te va bien, je pense. Oui, en fait, C'est étonnant que j'ai mis même- 3 films avant d'y c'est penser, ça. quoi, quand même. Parce qu'en fait, je me suis même dit, non, mais attends, il a déjà dû me le dire parce que c'est trop évident. Ouais, non, Et en ça fait, m'est non. venu que maintenant. Là, voilà. Cette semaine, on va vous parler du film favori d'un bon paquet de gens, Indiana Jones et la dernière croisade. Et pour nous accompagner cette semaine, vous la connaissez sûrement pour ses interventions dans 2 heures de perdu, un petit podcast concurrent qui est écouté par personne, ou encore le podcast Comité sur la carrière de Jean-Claude Van Damme. Elle est surtout scénariste et j'ai cru comprendre que son dernier projet se fera du côté de Disney+. Ça a l'air cool. Bienvenue Juliana Grignon. Oui, bonjour. Je suis très contente de vous rejoindre pour parler de ce film. On pose Merci cette question à tous nos invités. Quelle est ta saga préférée ? Ah putain, je me suis pas préparée pour cette question, mais en fait, j'hésite vraiment entre Retour vers le futur et Indiana Jones. C'est difficile de choisir entre les deux. Ah bon, on a fait les deux. Ça tombe Ouais. bien. Et Et in bah, extremis pour venir faire le 3 avec vous, car je n'avais vraiment pas du tout envie d'être là sur le 4. Donc, Ouais, c'était ça. Personne ne voulait faire le 4. Ça fut une personne qui veut le défendre. Donc, ça va être assez drôle. Ouais. eh bien, le monde le remercie ou la remercie. C'est vraiment grand de sa part. Et qu'est-ce que la saga Indiana Jones représente pour toi ? Ah, excellente question. Elle représente le début de ma cinéphilie, elle représente le partage de soirées ou d'après-midi avec mes parents. Je pense que c'est ça qui m'a initié un petit peu à mon envie aussi peut-être de devenir scénariste. C'est des films qui sont très importants pour moi. Et c'est également la trilogie de mon réalisateur préféré, ce bon vieux Steven. Ouais, c'est vrai que c'est familial, hein, comme Indiana Jones. On a tous découvert ça. C'était quoi, le dimanche soir que ça passait ? Je sais plus sur quelle chaîne, mais ça devait être sur France 3 ou ce genre de chaîne. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça passait une fois par an et on avait tendance à se réunir et à regarder ça, quoi. Enfin, je sais pas si pour vous c'était comme ça, mais moi, Moi, c'était le bon film du mardi de TF1. mardi, voilà, peut-être, ouais, mardi. Le dimanche, c'est plus les films sérieux. Ouais. Ouais. Et enfin, elle nous avait rejoint pour parler de Creed, et vous pouvez la retrouver dans tous les podcasts français en existence. Re-bienvenue Vesper. Merci, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être là. Et même question, qu'est-ce que la saga Indiana Jones représente pour toi ? Ah, tellement de choses. Je suis une énorme fan d'Indiana Jones. Je pense que je le crie assez sur tous les toits de par mon amour d'Harrison Ford. Donc forcément, entre Star Wars et Indiana Jones, je suis quand même pas mal. Donc oui, beaucoup de souvenirs effectivement familiaux de qualité. Et je suis aussi une grande fan de base d'aventure, de Tomb Raider aussi. Donc moi, tout ce côté artefact, les nazis, les voyages. Enfin, je suis pas fan de nazis, mais vous avez compris. Mais en tout cas, tout ça mélangé, c'est vraiment la formule parfaite pour me faire rêver. Donc Indiana Jones, ça coche toutes les cases.
Ouais, c'est vrai que t'aimes bien Tomb Raider, toi. Faudra qu'on le fasse un jour d'ailleurs. Ah bah. Oui, il y a 3 films. Bah oui, il y a 3 films. Moi, j'ai pas vu le 3e, mais il y a 3 films. Ouais. Bah, écoute, moi je l'aime beaucoup. C'est marrant, moi je l'ai vu il y a pas si longtemps, je l'ai vu il y a 2 semaines, je l'avais jamais vu et j'ai été agréablement surprise aussi, mais peut-être parce que j'avais joué au jeu avant et que je le trouve assez proche du jeu. Oui, exactement, oui, c'est ça se tient, je pense que ça se tient mieux si t'as fait le jeu. Ouais, moi j'ai quand même un vrai problème avec ce film. Quand la meilleure séquence c'est une livraison de Deliveroo. Oh, comme vous y allez, Ça comme me vous y fait un allez peu tout mal, de quand suite. Ah non, je l'ai pas vu. Ouais. Il a pas compliqué, été très bien reçu par la critique, si je me trompe pas. Bah franchement, quand on parle d'adaptation de jeux vidéo, ça se tient quand même, ça n'a pas à rougir, quoi. On est quand Ouais, même mais plutôt dans la moyenne haute du panier. Hein. T'as vu la concurrence en même C'est ça, temps. ouais. Ouais, bah, oui, on est d'accord. J'ai pas dit non plus que c'était Citizen Kane, mais. Non. Ouais, C'est vrai que comparé à Resident Evil, en termes d'adaptation de jeux vidéo, on est un peu au-dessus. On est quand même bien au-dessus. Et Super Mario, faut pas oublier Super Mario, je veux dire. Ah bah on pourrait en citer tellement, toute la filmographie du Uwe Ball, il y a de quoi faire. Quoi. Donc l'ami George, il avait toujours prévu de faire une trilogie depuis le début, et que ça s'arrête au 3. C'est pour ça qu'il y a le mot « la dernière » dans le titre, comme ça c'est fait. Et Spielberg, lui, il voulait le faire, il n'était pas très chaud pour le faire. Il en avait un peu marre de faire des suites, et il a accepté de le faire à une condition, que le film ressemble plutôt au premier qu'au deuxième, parce que Spielberg déteste le deuxième à chaque fois que je vois des trucs. Il voulait même se racheter du deuxième. Voilà, il voulait se racheter de sa connerie qu'il avait fait en faisant le deuxième. Vous l'aimez, vous, le deuxième? Après, il déteste le deuxième, mais bon, c'est quand même là qu'il a rencontré sa femme, donc je pense que... Non, mais en vrai, je suis pas sûre qu'il le déteste au point... à l'époque, il le détestait. Je pense qu'il n'en était pas complètement satisfait, mais c'est aussi le retour public qui a complètement questionné, en tout cas, la direction qu'ils allaient prendre sur ce troisième volet. Quand on regarde les remaniements de scénarios qu'il y a eu, ils ont mis beaucoup de temps à s'arrêter sur une version qui leur convenait et qui convenait à Steven en particulier. On a eu d'abord, ça devait se passer en Écosse et en Afrique avec une histoire de fontaine de jouvence, de roi singe. Il y a eu beaucoup de remaniements. Chris Columbus est passé par là. Ça n'a pas matché. Et finalement, c'est Spielberg qui a dit, en fait, moi, ça m'intéresse de le faire, si tant est que je puisse parler peut-être d'une relation père-fils au hasard, puisque c'est une thématique qui, au hasard, m'intéresse. Donc, avec une grosse dimension parallèle à sa vie, ce qu'il vivait avec son père, c'est très personnel. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'arrêtent sur ce scénario quand ils sont satisfaits. Il n'y a pas de départ en tournage avant parce qu'ils veulent justement pas se prendre une trempe au box-office ou même aux critiques par rapport aux deux. Et entre les deux films, il a réalisé 3 films qui sont pas forcément les plus top de sa carrière, puisqu'il a fait La couleur pourpre, L'Empire du Soleil et Always. Attention, calmez-vous. Qui sont pas le haut du pas panier. Les plus gros succès. C'est pas les plus gros succès, voilà. parce qu'attention, L'Empire du Soleil, c'est un chef-d'œuvre. L'Empire du Soleil est un très bon film, mais en tout cas, il est pas dans sa plus grande période. Non, tu sentais qu'il avait besoin de retrouver blockbuster. Vous voyez, il est pas dans cet état d'esprit. Il est plus dans des films intimistes un peu. Il avait besoin de retrouver un peu le goût du succès, je pense. Voilà. Ouais. Et pour faire ce film, il a abandonné la réal de Big et de Rain Man. Ouais, il a bien fait parce que c'est pas des films. Parce que comparé à celui-là, c'est pas bien. Voilà. Attendez, mais Rain Man, c'est un bon film quand même. Oui, mais c'est un film d'enfance, mais franchement, réalisé par Spielberg, moi, je veux bien payer pour voir la version réalisée par Spielberg de Big. Big, ouais, sympa, mais bon, c'est pas Indiana Jones. La scène où il couche avec une adulte, c'est. Ça a très bien vieilli, Big. Et George, de son côté, donc George Lucas, il avait produit Howard le Canard, Labyrinthe et Willow. Donc c'était pas toujours des hits, on va le dire, lui aussi. Il n'était pas non plus dans sa meilleure, surtout Howard le Canard, qui a fait un mythe total. Mais ensemble, ils ont quand même produit Le Petit Dinosaure. Et La Vallée des Merveilles. Ouais. Voilà. Donc, comme Juliana le disait, Lucas veut revenir à son idée de manoir hanté. On en avait parlé dans Le Temple Maudit. Et c'est la scénariste d'À la poursuite du diamant vert qui écrit un script là-dessus. Donc, sauf que Spielberg est pas chaud parce qu'à cause de Poltergeist, comme on l'avait dit dans l'épisode précédent. Et aussi parce que ça va ressembler aux deux, quoi. Ouais. Voilà, et c'est vrai que c'est dans un seul endroit et c'est avec des esprits et des trucs comme ça, donc ça lui plaît pas trop. Mais Lucas propose d'utiliser le début du script qui tournait autour du Graal, en fait, c'est d'en faire un film, d'utiliser l'idée du Graal pour en faire un film.
Sauf que Spielberg est pas chaud non plus parce que il trouve ça trop ésotérique. Et donc, Pardon, je ris parce qu'après je pense à Indiana Jones 4 et du coup, Oui. je me dis, ah, il était encore bah, moins dis chaud donc, sur le 4. Il était c'était encore bon moins temps. chaud sur le 4. Je sais pas comment ils ont réussi à le convaincre, mais ça ce L'argent. sera Souvent, ça L'amitié. marche. l'amitié, c'est ça. Je sais pas s'il en a vraiment besoin de l'argent, c'est Ah non, ça je crois qui est que c'est vraiment intéressant. hein. je crois que c'est vraiment l'amitié. Je crois que c'est vraiment écoute, kiff. Steven, j'ai besoin de toi, quoi. T'es mon pote, sors-moi de là, quoi. Et en 84, Lucas présente une idée de 8 pages appelée Indiana Jones and the Monkey King. Et donc, ça commence, comme tu disais, en Écosse, où il aurait eu affaire à un fantôme, et avant de trouver la fontaine de Jouvence en Afrique. Donc, un film qui n'a rien à voir avec le film qu'on a eu au final. Quoi. Non, mais Je crois ça avait qu'ils l'air pas étaient mal. je crois qu'ils étaient assez gênés aussi par la représentation, Des indigènes, Oui, des c'est ça, en fait. ouais. C'est pour ça qu'ils ont refusé parce que Chris Columbus donc, est engagé. Lui, il a écrit donc, les Goonies et Gremlins pour Spielberg, donc c'est quand même un habitué de la maison. Et ouais, donc apparemment sa représentation des pygmées, des pygmées, des Africains, etc., est pas géniale. Donc ils ont déjà eu des problèmes avec l'Inde dans le film précédent. Donc je pense qu'ils ont dû se dire ouais, on va la jouer plus safe quoi. Ouais, mais on a raté des combats contre des singes géants. Et on a ça, manqué c'était- une course-poursuite à rhinocéros aussi. une j'ai vu. course-poursuite à rhinocéros, exactement. Derrière un char. Ouais, c'est ça. Et Ouais, je crois que Spielberg, il a vraiment dit, en fait, les gars, je suis trop vieux pour réaliser ce film. En lisant cette version du scénar, il connectait pas du tout. Ouais, il a dit j'ai pas envie de me faire chier en Afrique. C'est trop, ça va être trop dur comme tournage en Afrique avec des animaux, laissez tomber. Je veux pas le faire. Et dans la première version, Indiana Jones meurt à la fin du film, mais il est ressuscité donc par le roi singe de la mythologie chinoise, qui a notamment inspiré Dragon Ball au passage. Et dans la deuxième version du King, le roi singe devenait cette fois le méchant, qui force Indiana à jouer aux échecs avec des vrais gens à la place des pièces. Ça s'est déjà fait dans plein de films, ça, non? Ou si vous... Harry Potter. Ah, voilà, Bah, c'est ça. c'est Ouais. des pièces magiques, mais c'est pas des vrais gens. Non, c'est mais vrai. ouais. Mais ils doivent quand même incarner ils doivent remplacer des pièces quand même. Ouais, Oui, voilà. c'est vrai. Ça avait l'air bien nanar quand même. Hein. Pardon de C'est le un dire, peu, ça avait l'air Ouais, non, mais bien là, comme nanar. ça a l'air un peu rincé, quoi. Et donc Steven propose une idée toute simple. Et si le film tournait autour de la relation entre Indiana et son père, Lucas, lui, à son tour est dubitatif. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils bossaient ensemble, il y en a un qui a une idée, l'autre qui dit ouais non je suis pas chaud, l'autre qui arrive à le convaincre et ils y vont quand même. Et Ouais. il dit Mais ils sont copains hein, quand même. Hein. Ah Ils oui, se bien défendent sûr, beaucoup l'un l'autre. Enfin, là, il est pas chaud Spielberg, mais heureusement que quelques années auparavant, Lucas s'est quand même battu corps et âme pour le faire accepter en tant que, Ah oui, en oui, tant oui. que réel, quoi. oui De non toute ce que façon, je veux dire c'est que c'est dans leur travail créatif Ouais. où j'ai l'impression qu'ils se rebalancent pas mal la balle jusqu'à ce qu'au final ils trouvent l'idée où ils sont tous les deux d'accord en fait. Ouais, Et moi, là- j'ai- Bon, Et à partenariat, chaque fois, ça. ça tombe sur des bons trucs. Hein. J'avais regardé, vous en avez peut-être déjà parlé dans les autres émissions, mais il y a un documentaire qui est sorti sur Arte il y a pas longtemps sur Indiana Jones. Qui s'appelle À la recherche de l'âge d'or perdu. Et en fait, justement, Spielberg, dans une vieille interview, racontait qu'il s'était enfermé à l'époque du premier, hein, dans une pièce pour un peu retravailler tout ça, et qui disait à chaque fois qu'il y avait une bonne idée, chacun disait que c'était la sienne en fait. Et que la mauvaise idée incombait à l'autre. J'aimais bien cette espèce de relation entre les deux. De toute façon, ils création. s'entendent. Je veux dire, Spielberg, quasiment sur une blague pour lui remonter le moral, il s'est quand même retrouvé avec des pourcentages des jouets Star Wars, quoi. Donc Ce qui est quand même un beau pari. Hein. voilà, je veux dire, Oui, à partir de là, toujours. je veux dire, toujours l'amitié utile. se passe bien, quoi. Quand ton pote te rend millionnaire juste parce que il voulait te réconforter après une rupture, c'est plutôt- Je pense Et qu'il a alors- la carte blanche quoi Lucas, il peut lui faire n'importe quoi maintenant c'est bon. il lui a fait une Indiana Jones 4, quoi. Voilà. Et alors, effectivement, ce documentaire donc, qui est vraiment génial, dont tu parles sur Arte, de Clélia Cohen et Antoine Coursa, je vous conseille vraiment, vraiment de le regarder si vous ne l'avez pas vu. Et surtout, en plus de ça, pour compléter, si vous êtes fan de Spielberg ou que vous aimez bien, il y a aussi un documentaire qui avait été fait par HBO en 2018, je crois, Ouais. qui dure 2h20, qui est dispo sur OCS. Et franchement, c'est génial. Enfin, moi, je me suis plongée dedans alors que je connaissais quand même déjà pas mal de choses. Et c'est hyper touchant. Il y a Scorsese qui parle de lui sur les débuts. Moi, j'avais toujours cru que Spielberg avait fait une école de cinéma. En fait, je sais pas pourquoi, j'avais cette idée qu'ils s'étaient rencontrés tous avec sa bande de potes
genre Coppola, De Palma, Lucas. Ouais, c'est en fait, il Lucas a qui a pas fait fait- l'université, mais pas C'est lui, ouais. Lucas, ouais. Mais ouais, Lucas mais je Spielberg. savais et pas, les enfin, autres. je sais pas pourquoi j'ai toujours pensé ça et ce documentaire est vraiment génial sur les débuts. Enfin, il y a, Ouais, ouais. il y a des trucs de ouf en fait. Ah, ok, je l'ai raté celui-là. Ah, il est Faut que je vachement bien, regarde. ouais. Ah, Mais je l'ai ok. j'ai une VHS américaine si tu veux. Oh. Attends, je vais ressortir mon lecteur de cassette. Donc Lucas est dubitatif vis-à-vis de l'idée père-fils et il pense que son idée du Graal est meilleure. Donc Spielberg, il propose que la quête du Graal soit en fait une métaphore sur la relation père-fils. Et là, tout le monde est content et voilà quoi. Ils ont trouvé l'idée, ils ont pris leurs deux idées, ils les ont mis ensemble et ça marche quoi. Exactement comme pour le premier. Ouais. Spielberg engage Menno Meyjes. Spielberg engage Menno Meyjes, très difficile à dire, un scénariste hollandais avec qui il avait déjà travaillé sur La couleur pourpre et l'Empire du Soleil. Et dans ce script, Indiana voyage dans l'Orient Express et à la fin du film, Indiana touche le Graal et monte des marches menant au paradis. Mmh. C'est pas son père plutôt qui fait ça? Ah, peut-être. Bon, en Ouais. tout cas, dans la version père, que j'ai ouais. eue, c'était genre C'est Indiana. son père. Ah, ok, c'est son père. C'est une Donc, lui, il version, touche le et je Graal crois que c'est une version avec une bonne sœur qui tombe amoureuse Oui, d'Indiana oui, tout à Jones. fait, tout à Et fait, qui oui, décide oui. de ne pas rejoindre le paradis éternel c'est pour ça, rester ouais. avec Indiana Jones. Alors, je sais C'est pas ça. si elle J'aurais tombait fait, amoureuse, perso, mais. mais bon. Alors, moi j'ai lu qu'elle tombait amoureuse, mais vraiment, Ok. enfin, Parce Ouais, qu'il y avait pareil. une autre version avec une étudiante qui tombe amoureuse de. oui, alors c'est encore une autre version. C'est encore une autre version. Ouais, parce qu'il y a aussi une autre version où Indiana se battait contre un démon pour le contrôle du Graal, qu'il tuait avec une dague sur laquelle il était marqué God is King. Tout à fait. Je Voilà. ne sais pas quelle est la version la plus nanardesque, mais clair. je pense qu'on a un bon palmarès là. Indiana Jones qui se bat contre un démon. Non, mais déjà, c'est métal. Mais alors, si en plus il a une dague avec écrit God is King dedans. Écoute, on aura eu les aliens après, donc franchement. Et en plus, je crois qu'il y avait une erreur de datation sur le script qui était daté de 1995, alors que le film sort 6 ans avant. Et elle a fuité sur Internet des années plus tard et tout le monde était persuadé que c'était le scénario du 4, il me semble. Je pense que c'était la version de Columbus qui a dû fuiter quelques années plus tard. Donc les gens pas se du tout. sont dit que c'était encore autour du Graal, mais sauf que cette fois, ils se battaient avec un démon. Enfin, ouais. Non, plutôt la version justement de Columbus, donc celle Ah, d'avant. ok, celle avec, Ouais. avec les fantômes et tout le tralala. Ouais. Ok. Donc Jeffrey Baum est engagé pour écrire tout ça. Lucas arrive à convaincre Spielberg de montrer un jeune Indiana Jones au début du film, car Steven avait un peu peur que ce soit mal reçu parce que l'Empire du Soleil tournait autour d'un jeune personnage et avait pas été super bien reçu. Donc on sent qu'il est un peu superstitieux sur les bords, Steven. Mais ça, c'est pareil. Enfin, c'est marrant parce que du coup, moi, j'ai lu que c'était plutôt Lucas qui était sceptique là-dessus et que Spielberg justement avait envie de faire cette plongée dans l'intimité du perso. Et du coup, ça serait intéressant de savoir quelle est la vraie, fausse anecdote d'Hollywood. Mais Non, ouais, dans l'histoire, dans le storytelling j'essaierai de tout ça. de mener mon enquête. En tout cas, je c'est sais- de Spielberg l'idée qu'il soit un boy scout parce que lui-même était Ouais. boy scout, Oui, si oui. je ne me trompe pas. Oui, oui. Mais c'est drôle parce que bon, Spielberg a souvent eu des enfants dans ses films. C'est quand même voilà, c'est un truc c'est souvent dans ses films. Et George Lucas a fait la menace fantôme où il y a quand même un enfant qui est le personnage principal du film. Donc c'est difficile de savoir lequel. Franchement, cette idée, dans la filmographie de Spielberg, c'est beaucoup plus cohérent que ça soit lui Oui, plutôt que oui, Lucas quand même. oui, Enfin, il y a un complètement, côté, complètement. que ça soit dans, c'est pas qu'il n'y a pas que l'Empire du Soleil, que ce soit son travail dans E.T. et dans la façon dont c'est. Il y a- Lucas, il tue des enfants, hein, donc je ne veux pas dire C'est dans vrai, ses films. il tue des younglings, il tue les padawans. Un bon paquet, ouais. Voilà. Il en tue beaucoup. Par contre, c'est Lucas qui a eu l'idée du vrai Graal au milieu des faux. Ça, voilà. C'est quand même Sacré pas mal. Georges. On le Voilà. remercie. Le film avait un budget de 48 millions. C'est 20 millions de plus que les précédents. Et j'ai envie de dire, c'est sûrement parce que c'est le salaire de Sean Connery. Ouais, il a dû coûter un petit billet. Il a Sean. dû coûter Ouais, son Sean Connery, petit quand billet. il vient, généralement, il se déplace pas. Voilà. Pour rien, ouais. Ouais, Surtout quand on veut vraiment de lui, quoi. Ah bah, c'était le genre de gars, ouais, si on veut de lui, il va faire raquer, je pense, tu vois. C'est pas genre, j'aime le film et je le fais un peu comme ça, quoi. Bah, Par charité chrétienne. bon, pour avoir fait Bondsplaining, il a plus ou moins pris la saga Bond en otage à un moment, quoi. Donc, on en rigolait souvent dans le podcast de est-ce que Sean est là pour l'argent ou est-ce qu'il est là parce qu'il est content d'être là. Et tu peux voir un bon Bond par rapport à ça, en fait. Si Bon. Sean, il est vraiment dans le rôle, quoi. Tu vois. En vrai, il en a fait 4 normales et après 3 autres pour l'argent, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça.
Ouais, Et, ouais. Jusqu'à Opération Tonnerre, quoi. Et jamais, Après, plus jamais, et jamais plus jamais, on va dire que ça c'était pour faire chier. C'était pas pour l'argent, Ah oui. c'était pour faire chier. Donc tu vois, ça fait Pas de raison de plus noble. 475 millions au box-office, donc le plus gros succès des 3 premiers, et de loin même. Je dis bien des 3 premiers parce que le 4, il a explosé le box-office. J'étais pas au courant qu'il avait aussi bien marché, le 4, mais il a inflation et tout ça, quand même. 100 millions, un truc comme ça. Hein. Il y a l'inflation Ouais. et il y a aussi l'effet, en fait, à l'époque... Ouais, non, mais c'est surtout à l'époque, il y avait une génération, je pense, qui allait les voir, et maintenant, la génération, elle y va avec leurs enfants aussi. Donc, à mon avis, tu dois récupérer par là en même temps. En vrai, c'était le film le plus attendu de la décennie, hein, presque. Enfin, je veux dire, c'était. Moi, je me rappelle, c'était énorme la sortie. J'étais aux États-Unis à l'époque, c'était un truc de fou, hein, la sortie du 4. Moi, je l'avais vu au Grand Rex en avant-première, et il y avait un mec qui avait joué le thème d'Indiana Jones à la trompette dans la salle. J'étais vraiment au taquet. Et je pense que c'est une des plus grosses déceptions de ciné que j'ai jamais eues. Moi, je suis sortie, j'ai fait c'était Ouais. presque pire, mais jamais rien ne sera pire que Jurassic World que quand je suis sortie de cette séance. Ah, je l'ai vu à New York, Jurassic World, et je me suis vomir. senti vide. J'avais envie de vomir. Perso, moi, j'ai vu le film dans mon petit cinéma de quartier, parce que je n'habitais pas encore à la ville à cette époque. Et le son s'est coupé à la moitié du film. Et je pense que c'était un signe, tu vois. Il y a eu un signe extérieur qui a voulu me sauver d'Indiana Jones 4. Donc, je crois qu'on n'a pas eu de son pendant bien 5 minutes. Et ils ont dû couper et relancer. Et ce qui est bien, à mon avis, qu'avec Indiana Jones 4, c'est que si t'as pas de son pendant 5 minutes, tu comprends quand même assez facilement ce qui se passe. C'est clair, c'est clair. Mais au secours, tu vois, je me suis dit, et quand le film s'est terminé, parce que jusque-là, t'es déçu, mais t'es encore prêt à accepter des trucs. Et après, il y a d'autres points de non-retour qui arrivent après. Mais, Moi, à choisir, je préfère ne pas avoir d'image que pas avoir de son sur ce film, hein, parce que c'est tellement laid. Il est laid, ouais. Garde-en pour la semaine prochaine, Zoltan. Tiens, si tu adores Jurassic World, Juliana, tu pourras être invitée pour l'épisode sur Jurassic World. Je conchis Jurassic World, vraiment. Justement, moi aussi, donc ça pourrait être marrant. Le film est le 2e plus gros succès de l'année, parce qu'il y a eu un petit film qui s'appelait Batman de Tim Burton qui est sorti cette année-là, donc un peu difficile à battre. Ouais, une belle année en tout cas, 89. Une belle année, ouais, plutôt sympa. Ouais. Alarme Fatale 2 aussi, il y en a un paquet, des gros films. Il y a beaucoup de suites cette année-là. Enfin, on dit ça, mais beaucoup de suites depuis, quoi. Enfin, oui, mais ça vous arrange, de toute façon, quand il y a des suites. C'est le concept de votre podcast. Donc, mais des sagas, il y en a déjà tellement que s'ils arrêtent d'en faire, ça me dérangerait pas, tu vois. S'ils me disent là, on arrête de faire des sagas, c'est fini, je fais c'est bien, on peut rattraper tout notre retard. Et du coup, j'espère qu'on reviendra pour Indiana Jones 5 parce que ça nous aura plu, même si ce sera plus les mêmes personnes exactement. Peut-être que ça sera bien, je ne sais pas. Ouais. J'ai très peur. Hein. Moi je préfère ne pas y croire et me laisser surprendre, mais là pour l'instant. Ils ont lancé le casting et tout le tralala, le truc est lancé. Hein, donc, et en plus, il n'y a que du beau monde, franchement. Tu fais ce que j'ai fait pour Jurassic World 2, figure-toi, où en fait j'avais tellement détesté le 1 que finalement, Jurassic World 2. C'est pas si mal, j'ai fait exactement la même chose. J'ai dit exactement la même chose et tout le monde m'a regardé, genre j'étais bizarre, je disais franchement, j'ai tellement détesté exactement la même chose. J'ai quand même préféré le 1 parce qu'au moins il y avait le kiff de voir le parc tel qu'il aurait dû être. Avec la musique. Qu'il n'y a pas dans le 2, quoi. Tu vois. Moi, le 1, il est trop McDo, le 1, pour moi. C'est trop... Mais moi, ce que j'aime vraiment dans le 2, pour le coup, c'est bien parce qu'on fait un podcast sur Indiana Jones, mais on est en train de parler de Jurassic World, c'est la saga, on parle de toutes les sagas. Mais moi, ce que j'aime vraiment dans le 2, c'est toute la scène dans l'espèce de muséum naturel. En fait, je trouve que dans le 1, il y a aucun... Enfin, j'ai jamais peur dans le Jurassic World 1. J'ai jamais de tension. Enfin, les personnages sont... Vraiment, je m'attache pas du tout à eux, j'ai un vrai problème avec ça. Autant dans le 2, je trouve qu'il y a un effort de mise en scène, parce que derrière, je pense que le réal a aussi plus d'identité que Colin Trevorrow. Ouais, la scène avec le drôle de raptor qui vient dans la chambre de la petite, par exemple, elle est mieux filmée que tout le film précédent en entier. C'est pas mal du tout. Même la scène de fin sur le toit et tout, il y a quand même une tentative de quelque chose. Il y a une mise en scène, mais un scénario de merde. Le plan avec le brachiosaure dans la fumée, dans les flammes et tout, il est aussi très beau, tu vois. Il y a quand même, il m'a plus marqué que Jurassic World qui m'a laissé complètement vide, genre. Non, mais le 2, c'est troublant. C'est vraiment, tu te rends compte comment un réal peut apporter un film, mais que si le scénario est vraiment nul, bon. Tu restes quand même sur un scénario de merde, quoi. Bon, parlons d'un film qui est plus sympa quand même, puisque je propose qu'on passe au film. Oui.
Nous sommes en 1912. Indiana Jones a 13 ans et est incarné par Bébé River Phoenix, parti trop tôt, qui était au top de sa carrière, là, River Phoenix. Il allait devenir au top on doit être 2 ans plus tard, mais il était quand même... Et alors j'ai vu que c'était Harrison Ford qui l'avait conseillé sur le plateau, parce qu'ils avaient joué dans Mosquito Coast, qui est un excellent film d'ailleurs, quelques années auparavant. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé là. Moi, j'avoue, quand j'étais ado, j'étais amoureuse d'Indiana Jones jeune. C'était mon crush, quoi. Bon, après, bien sûr, je suis devenue amoureuse d'Indiana Jones vieux. Pas comme toi, je pense, j'espère. Hein, donc... Oui, ça. Mais j'ai toujours préféré les vieux, même petits, donc c'est aussi bizarre, mais ouais. Je sais pas si on aurait eu un aussi grand DiCaprio si River Phoenix était resté en vie. Je laisse ça comme ça. Parce que c'était lui le beau gosse de son époque. Et ensuite, c'est devenu DiCaprio avec Titanic. Mais, c'est vrai qu'en plus, ils se ressemblent un peu. Ils se ressemblent, les cheveux et tout. Ouais. Bon, il y a eu Brad Pitt entre les deux. J'oublie Brad. Mais Brad Pitt, c'est vrai qu'il a pas vraiment fait les mêmes rôles. Non, du tout. Non. C'est pas le sage. Voilà. Non. Donc, il est Boy Scout et observe une sorte d'Indiana Jones du pauvre, qui... J'aime bien d'ailleurs cette idée d'avoir une sorte de... D'ailleurs, il a aussi une cicatrice, mais par contre, il faut parler du truc que c'est un peu l'instant solo du film. On en a déjà parlé. L'explication de la cicatrice. Mais après. Non, mais c'est la cicatrice, le chapeau, le fouet. Oui. Mais après, c'est marrant parce que Vesper, tu parlais du documentaire Arte. J'en reparle parce que c'est très très bien fait. Enfin, je vais pas spoiler si vous voulez voir le documentaire, mais il y a les références qui ont été prises et le costume a été pris déjà à une autre œuvre. Donc c'est pas. Enfin, c'est aussi une manière de dire. On n'a pas inventé les choses non plus avec Indiana Jones et oui, on est héritier d'un certain genre, d'une certaine façon de faire des films, de certains personnages. Et je trouve que c'est assez... elle est magique de toute façon, cette première partie de film. Oui, voilà, c'est ça, je suis d'accord. C'est jouissif, quoi. Il y a un côté totalement... où tu te retrouves quand même dans un putain de train, pardon, mais c'est hyper compliqué à tourner en plus. C'est très, 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 très chaud. Vaut mieux les trains que les bateaux. Et ils sont là, les rhinocéros. Ils ont quand même réussi à les mettre dans le film. Hein, voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu que le nom du wagon du magicien était le nom de Frank Marshall quand il lui-même il faisait des petits spectacles de magie. Ça m'a fait rire. Et pendant un temps, il était évoqué que l'aventurier du début, là, j'ai oublié son nom, c'était en fait le père de Marion. Oui, il s'appelle Fedora. Fedora. Non, Fedora, c'est le... Non, il y a l'autre qui a Panama Hat, il y a le chapeau Panama, c'est le chapeau blanc. C'est l'autre avec son chapeau blanc. T'as raison, lui, c'est Fedora. Fedora. Que Fedora, à la base, il pensait que ce serait le père de Marion. Mais finalement, ils sont pas allés au bout. Mais je pense qu'il faut arrêter de croiser les choses comme ça. Ça se passe très bien quand c'est pas le cas. Donc. Ça, c'est George Lucas. Ça, c'est George Lucas. Non, mais ça parasitait la relation père-fils du film, quoi. Donc, ils l'ont pas fait. Mais c'est vrai que ce perso, ils ont quand même eu envie de le foutre à chaque fois. Et ils ont jamais réussi à le recaler, quoi. Je disais que c'était l'instant solo, mais ouais, comme tu disais, Juliana, c'est plus logique dans ce film-là que dans Solo, où c'est vraiment, on t'explique tout juste pour faire des clins d'œil à la caméra toutes les 2 secondes. Là, oui, c'est des clins d'œil à la caméra, mais c'est bienveillant. Et ouais, comme tu le dis, c'est pas la meilleure intro d'Indiana Jones, parce que je trouve que celle du premier reste toujours au-dessus. Mais ça se passe bien. Ouais, mais encore, je trouve que, par exemple, l'idée de la cicatrice, c'est plus un hommage une explication plus d'Harrison Ford que de Indiana Jones. Forcément, Indiana Jones porte la cicatrice aussi. Ouais. Et c'est plus un clin d'œil pour moi à Harrison Ford tout court, en fait. Donc, c'est ça qui est... Non, mais je parlais aussi du fait qu'il trouve son... En fait, tout est dans une seule scène, tu vois. Il trouve vraiment la totale dans une scène de sa vie, quoi, tu vois. La différence avec Solo, c'est que Solo, ça doit durer 2 heures et que là, ça dure 10 minutes. Donc, je pense que c'est pour ça que ça marche. T'as la peur des serpents, t'as tout qui est expédié, effectivement, dans la même scène, mais je passe à autre chose, quoi. Et comme dans Solo, on apprend d'où vient son nom aussi. On l'avait pas demandé dans Solo. Ouais, mais je crois qu'on a la réponse qu'à la fin. Hein. Ouais, c'est à la toute fin, dernière scène. Ouais. Mais du coup, mais on le voit. Oui, c'est ce que j'allais dire, on le voit. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà dit dans les épisodes précédents, mais non, qui était en fait le nom du chien de George Lucas. Père, Dehors. c'est important. Alors attends, compte jusqu'à 20. Non, écoutez-moi, Junior. Père. 1, 2, 3, 4. En grec. Ena, Theo. On se retrouve en 1938. Indy est sur un bateau pour enfin récupérer sa croix de Coronado. J'ai regardé, c'est pas un truc qui existe. Hein. D'habitude, les objets qu'on voit dans le film existent un peu, ou en tout cas dans la mythologie ou un truc comme ça, mais là, c'est juste un truc inventé pour le film.
Et sa place est dans un musée, ça c'est important de le souligner. Voilà, et ça m'a étonné. Je me suis dit, c'est que maintenant qu'il dit cette phrase, en fait. Ouais, j'ai fait pareil que toi. Je me suis dit, il l'avait jamais dit. Bah non, ouais, c'est marrant. Il le dit 2-3 fois en plus dans ce film-là. En fait, on a la préparation paiement. Au début, il dit quand il est tout jeune, sa place est dans un musée. Et là, on a le retour, quoi. Sa place est dans un musée avec le même mec en plus qu'il a récupéré il y a des années et qui lui dit la tienne aussi. Moi, j'aime bien ça parce qu'on arrive au 3e volet et je trouve que c'est vraiment, ils ont conscience que ça y est, le héros commence lui aussi à. On a l'habitude de le voir. Il n'est pas aussi vieillissant que dans le 4, mais il commence quand même à être plus âgé, quoi. Et voilà. Non, ouais, c'est vrai qu'il est moins. Et puis aussi, il est moins. Surtout dans le 2 où il est toujours torse nu, machin. Enfin, tu vois, c'est du grand Harrison dans les 2 premiers. Là, il est toujours habillé un peu plus en mode daron. Ça lui va bien, hein. Mais je crois qu'il a déjà, dans le 3, il a déjà genre 46 ans. Ouais, c'est ça le truc. Voilà. Mine de rien. Ça, voilà. Et il y a aussi une super réplique, moi, que j'adore, que lui donne. Du coup, ça doit être Fedora qui lui dit, le monsieur au chapeau, qui lui donne son chapeau. Quand il est jeune, au moment où il lui donne, il lui dit, en gros, en français, c'est pas parce que tu as perdu aujourd'hui qu'il faut que tu prennes goût, il faut que tu t'y habitues. Ouais. Et je trouve que c'est fondateur aussi du personnage, de l'absence du père d'un côté qui est dans l'autre pièce mais qui regarde même pas ce qui se passe. De ce côté, tu vas te faire tout seul, ce que lui redira Sean Connery après, quoi. Je t'ai laissé tout seul, mais c'est ça qui t'a donné confiance en toi et qui a fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui. C'est assez touchant. De toute façon, je trouve que c'est assez fin la façon dont c'est tricoté autour du personnage. Parce qu'on n'a pas eu trop d'infos quand même dans les précédents. Du tout, à part son histoire avec Marion, dont on pouvait se passer parce qu'elle avait l'air d'être très jeune, mais sinon, on sait rien de lui, quoi. On sait juste que c'est le pire prof du monde. En tout cas, ouais, le cours, t'as l'impression qu'il le commence, alors que la cloche, elle sonne genre 2 secondes plus tard, tu sais. Genre, il a juste écrit fact. C'est même pas que ça, c'est qu'il est absent tout le temps, en fait. Tu vois, ils sont en train d'attendre leurs notes, ils sont en train d'attendre pour continuer leur année scolaire, et lui, il est à l'autre bout du monde. Il est à l'autre bout du monde, il en a rien à foutre. Et ça, moi, j'aime bien dans les films, quand il y a des gros problèmes dans les films quand ils écrivent des scènes de dîner ou de cours. C'est de réussir à justifier la temporalité du truc, tu vois. Ouais. Genre, c'est comme si, genre, au dîner, ils sont au dessert et d'un coup, ils parlent de trucs qu'ils devaient parler depuis le début, tu sais. Là, c'est pareil, le mec, il finit son cours, mais en fait, t'as rien dit dans ton cours, mon gars. C'est souvent comme ça dans les cours, en plus, où ils sont au milieu de phrases et c'est fini et tout le monde se lève. Enfin, ça a l'air d'être très américain comme délire. Nous, on en a beaucoup parlé pour Harry Potter dans 2 heures de perdu, où en fait, c'est vraiment une école où on n'apprend pas du tout quoi que ce soit. Enfin, c'est pas possible. C'est vrai, quoi. Maintenant que tu le dis, ouais. Harry Potter, ça va être un gros morceau, ça. Oh putain, ouais. Beaucoup, parce qu'il y a 11 films en tout, avec le prochain qui sortira, là, ça... Non, on va faire l'autre à part. On va faire 2 sagas. On va pas... Non, on n'est pas... Non, faut pas abuser non plus, quand même. Ah ouais, parce que là, c'est... Surtout que les... Comment ça s'appelle, les animaux fantastiques, là Non, en plus, c'est très mauvais, ça. Donc, j'en ai vu qu'un. Et t'as vu le meilleur des 2, en plus. Oh oui. Oh oui. C'est la seconde fois que je dois venir vous reprendre ma propriété. Sa place, c'est dans un musée. La tienne aussi. Jetez-le par-dessus bord. Donc il rencontre Donovan, qui lui présente une pierre parlant du Graal. Donovan, qui est incarné par Julian Glover, surtout connu pour Rien que pour vos yeux, et l'Empire contre-attaque, donc un ami des sagas. Il y a un bon spirit James Bond dans ce... Ah ouais, il y a une James Bond girl, il y a un James Bond. Ah, complètement. Ouais, il y a un méchant de James Bond. Ouais, non, il y a ouais, Alison Doody aussi, qui avait joué dans un Bond. Qui avait joué, Jenny Flex. Jenny Flex. Dans Dangereusement Votre. Jenny Flex. Un vrai envie de me renommer Jenny Flex pour tous mes rendez-vous professionnels. Au secours. Qui avait quitté le tour promo parce qu'elle se faisait trop tripoter par les spectateurs. Putain, quelle angoisse. Quelle horreur. Et donc elle a quitté le tour promo en plein milieu parce qu'elle trouvait ça honteux la manière dont elle était. Ah putain, c'est... Quelle horreur, la pauvre. Donc c'était le rêve du père d'Indy, le Graal, et il a disparu à Venise en le cherchant. Et c'est une scène d'exposition qui, comme tu le disais, est très bondienne. Ça me fait penser à M qui présente sa mission à 007, en fait. Ouais, c'est très très bondien, hein, franchement. Ouais. Sauf que, spoiler alerte, M n'a jamais fini comme Donovan. Non. Non. Mais je sais pas si c'est fait exprès, mais Donovan, il est habillé comme presque comme le méchant dans la scène précédente. Enfin, il y a un truc où, quand tu compares, ils ont la même petite fleur sur leur costume et tout, et tu fais...
Ah, il fait des petits indices visuels, quoi. Serait-ce un méchant, peut-être? Je ne sais pas. Cette personne qui a l'air d'être trop riche pour être gentille est-elle vraiment... Il dit dès le début, il dit ne faites confiance à personne. Et donc du coup, il se dédouane de ça dès le début. Donc franchement, ça c'est la phrase de méchant. Prévenu, hein. Je vous l'avais dit, Monsieur Bond. Vous trompez de Jones, Monsieur Donovan. Vous devriez vous adresser à mon père. Nous l'avons déjà fait. Votre père est l'homme qui a disparu. À Venise, l'assistante de Jones Senior, Elsa Schneider, en parlant de elle est méchante ou elle est pas méchante, étant donné qu'elle a un accent allemand, on peut penser que oui, elle est un peu méchante. Hein Ouais, après, ils mentionnent pas trop les nazis jusqu'à ce qu'on les découvre. C'est vrai, ouais. C'est-à-dire que, elle est très belle, donc tu peux que te dire qu'elle est sympa, tu vois. Ouais. Non, mais j'ai été surpris de ça parce que j'avais oublié qu'en fait les nazis étaient pas d'office dans la course, quoi. Que tu les découvrais en même temps que le personnage au bout de 40 minutes de film, quoi. Bah, en même temps que Sean Connery. Oui, c'est ça, ouais. Mais avant ça, ils sont pas vraiment évoqués. Et elle s'appelle Alison Doody et je trouve que c'est un nom très mignon. Voilà, j'avais envie de le dire. Doody. Donc, il trouve des indices laissés par Daddy Jones dans son journal. Toutes les scènes à Venise. Enfin, franchement, ça, je l'avais pas vu depuis longtemps, le film. Depuis même très longtemps, genre mon adolescence. J'avais ce souvenir d'un film sympa, mais un peu inoffensif. Et au final, ouais, je comprends pourquoi tout le monde l'aime bien. J'ai fait un sondage sur le sujet sur Twitter. Et c'est 70% des gens qui ont voté pour celui-là, des 4. Ah alors, quand même, quoi. 70%. 70%, c'est étonnant parce que le premier est quand même bien aimé, le 2 assez fan. Celui-là est vraiment celui le plus aimé de tous. Juste pour quand on parlait d'Alison Doody, c'est dingue parce que je ne m'en étais jamais rendu compte jusque-là quand je me suis dit bon, je vais juste checker 2-3 trucs avant de préparer ce podcast. Je n'avais jamais réalisé qu'elle était aussi jeune en fait. 21 ans. Hein. Exactement, Ah ouais. Elle avait 21 ans quand le film a été tourné et donc Harrison Ford 46. Et Sean Connery. Et Sean Connery, 12 ans de plus. Voilà, et Sean Connery, voilà, et Harrison Ford, donc 12 ans d'écart dans le film. Mais c'est dingue de se dire qu'il y a un plus grand écart entre elle et lui, entre le couple. Ouais, surtout qu'à un moment, il y a carrément la réplique, genre, au lieu de dire elle pourrait être votre fille, il se reprend et il dit elle pourrait être votre petite fille. Ouais, je pense que c'est lié à ça, à mon avis. Donc elle pourrait être sa fille à lui, quoi. Ouais. Professeur Jones, Oui. je savais que c'était vous. Vous avez les yeux de votre père. Et les oreilles de ma mère. Mais le reste vous appartient. Je crois que nous avons évoqué les meilleures parties de votre anatomie. Indy défonce le sol sacré de la bibliothèque parce qu'il fait son archéologue. Hein. C'est comme ça. J'adore quand il fait son archéologue et qu'il défonce un truc pour rentrer. Mais je trouve Et que que déjà, le on X est... marque l'emplacement. Voilà, ça, c'est en plus plus. classe, ouais. Mais c'est pas mal parce que je trouve qu'on est dans un vrai délire de quête du Graal. Enfin là, pour le coup, c'est très bien incarné. Le côté, t'as des cryptiques, t'as des messages codés que tu dois déchiffrer, et le X qui est par terre. Enfin, c'est tout de suite, t'es dans cet imaginaire et c'est incarné assez vite. Et ça manquait un tout petit peu, moi, je trouve, dans l'Arche perdue, ce rapport-là où vraiment il y a un déchiffrage et l'histoire avance grâce à ça. Ouais. C'est vrai que ça manquait un peu dans l'Arche perdue, mais tu sens que l'Arche perdue, c'est un peu. L'Arche perdue, t'as le truc de la hauteur, du médaillon et Le tout. médaillon, enfin... ouais, quand même. Ouais, mais c'est un mec qui le lit, quoi. Enfin, je veux dire, il file le médaillon à un vieux et le vieux lui dit, bah, faut un bâton de 1m12, et puis voilà, quoi. Ah oui, mais il faut aller le placer sur la maquette, attendre que le soleil soit à un certain truc. Enfin, il y a quand même une mise en place. Enfin, Et ça te pointe sur l'immeuble du milieu. Ouais, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a moins ce côté jeu de piste, vraiment, où tu vas d'indice en indice. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas genre... Tu vas, comme dans Benjamin Gate, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, où l'indice d'après, c'est c'est un indice pour trouver l'indice d'après. Là, c'est plus vraiment, tu as quasiment un tout qui est juste parcellé, parce que les choses sont pas ensemble. Bah, voilà, le bouclier, t'as qu'une partie, machin. Non, mais je disais, voilà, t'as pas ce côté une étape après l'autre, c'est plus d'essayer de regrouper plein d'informations pour réussir à avoir l'entièreté du puzzle. Et je trouve que ça, c'est deux styles d'escape game différents, hein, de toute façon. Voilà. Bah, je préfère celui-là. Ouais, j'avais trouvé parce qu'on a fait Benjamin Gates pour le Patreon et je l'avais jamais vu.
Enfin, c'est que il court après un indice, il retrouve un autre indice, ça le ramène à un indice, qui le ramène à un indice, et ça, le film mène à rien. Enfin, ça mène nulle part le film, je trouve. Ah bah c'est pas non plus, c'est pas trop comparable quoi, tu vois. Ah non, bien sûr. C'est clair. Mais moi j'ai un peu d'affection pour Benjamin Benjamin Gates, mais bon, bien sûr, ça n'égalera jamais. Ouais, bah c'est ça. Oui, non, mais moi j'aime bien parce que j'adore les films d'aventure et que souvent, en vrai, à part Indiana Jones, ça part souvent un peu nanardeux quoi. Donc, j'ai la sympathie pour Benjamin Gates, mais on n'est pas trop dans la même cour, quoi. En vrai, dans les années 2000, c'est un meilleur film d'aventure que Indiana Jones, malheureusement pour Indiana Jones. Mais... Ah, par rapport au 4, tu veux dire. Ouais, par rapport au 4. Ouais. Non, bon, tu vas le subir la semaine prochaine. C'est Tomb Raider, c'est Tomb Raider avec Angelina Jolie, et puis voilà, c'est tout. Ah, ouais. Exactement. Voilà. Et Daniel Craig. S'il te plaît. Et Daniel Craig. Quand même. C'est bien, Elsa ne crie pas quand elle voit les squelettes. Ça change par rapport au film précédent, hein? Parce que combien de fois elle criait dans le film précédent, Willy? Non, mais Willy, elle est insupportable. Vraiment. Merci, parce que je pense que c'est fait exprès. J'étais contre 3 dans le film d'avant. Hein. Non, mais tu voyais bien que Spielberg, il avait vraiment qu'il était saoulé de la jante féminine. Il l'avait mauvaise. Pendant le film 2, parce que vraiment, t'as l'impression que. Oui, mais c'est le perso, les quoi. femmes... Exactement, oui, mais du coup ça se ressent vraiment. Les femmes sont les pires casse-couilles et voilà, quoi. Alors, moi, j'ai pas extrapolé. Willy est une grosse casse-couille et puis c'était déjà ça. Donc oui, là, c'est quand même mieux, mais même en plus, le personnage d'Elsa Schneider est vraiment... Enfin, moi, je l'adore. Hein. Elle est incroyable. Elle a des super répliques de tous leurs échanges qu'ils ont entre les deux. Enfin, même dans leur rencontre, quand elle dit je savais que c'était vous, vous avez les yeux de votre père, et puis quand il dit et les oreilles de ma mère, mais le reste vous appartient. Et qu'elle lui dit, je crois qu'on a fait le tour des parties les plus intéressantes de votre anatomie. Exactement, on a évoqué les meilleures parties de votre anatomie. Non, mais à chaque fois, c'est super bien trouvé, ces punchlines sont punchlines. Tu vois vraiment que c'est son égal, donc jusqu'à un certain point du film. Spoiler. Ah, jusqu'au rat, quoi. Non, mais aussi jusqu'au rat, quoi, parce que au rat, on a quand même un portage en sac de patates en bonne et due forme. Tu vois. Oui, mais bon, je pense que si tu avais les mêmes chaussures et la même c'est ça, en talons et en jupe. Ouais. Mais surtout, s'il y avait des rats, moi, je n'aurais pas dit non. Voilà, tout simplement. Ouais, moi, les rats, j'aurais pu les passer, mais pas les migales, j'aurais pas fait, tu vois. Mais les rats, D'ailleurs, en parlant de rats, Harrison Ford a bossé dans un parc animalier où il avait des rats à lui, donc il était hyper à l'aise, lui. Et qu'est-ce qu'il a pas fait, ce mec, en fait Je sais pas, mais en tout cas, c'est un grand ami sur le plateau. Tu le vois, il déconne avec des rats, il s'amuse à faire semblant d'en bouffer un, et d'imaginer le titre de la presse le lendemain. Enfin... Comment ça s'appelle, le mec qui a une flûte et qui les rats le suivent, là? Ah, je sais plus, bref, ça me fait penser à ça. Non, mais en plus, il racontait que les rats, pour des raisons d'hygiène, en plus, c'est des rats qu'ils ont dû élever, en fait, pour le tournage. Donc, genre 2000 rats juste pour une scène. Enfin, tu vois, tu pars quand même dans des délires. Le plus flippant, c'est peut-être qu'ils ont dû créer des rats mécaniques pour les faire cramer. Et ça, vraiment, quand on est assis ça, de devoir créer genre 200 rats mécaniques pour les faire avancer pendant qu'il y a les flammes, tu te dis, ah ouais, on est quand même sur une... ils ont de la thune. Bah, c'est mieux que les bouts de caoutchouc, tuyaux d'arrosage pour faire des serpents et compléter les trous dans le premier, quoi. Dans le premier, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y en a dans le fond qui sont pas... D'ailleurs, c'est quoi votre scène préférée entre les serpents du premier, tous les insectes du 2 et celle-là? Et des serpents dans le 3 aussi. Hein. Oui, mais vraiment, on va essayer de les différencier. Oui, et les fourmis dans le 4, c'est vrai que ça rentre dans le tas. Les fourmis rouges. Ouais, mais les fourmis, c'est pas la même... c'est vrai qu'ils refont pas l'espèce de schéma de Indiana est avec une femme dans des catacombes et ils se font attaquer par un truc dégueu, quoi. Ouais. Parce que les fourmis, ils se font tous attaquer par des fourmis, quoi. Ouais, mais... Parce que non, mais moi, je suis trop mat des rongeurs et des rats. Donc, moi aussi. Les rats, c'est... Ah, moi, c'est la 2, moi. Franchement, celle du Temple Les maudit. insectes. Bah, le sol d'insectes, là, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Moi, ça me dégoûte. Ah non, de toute façon, les insectes, ça me dégoûte. Donc, ça te grouille partout, ça te monte dans les jambes en 2 secondes. C'est horrible. Dark. Ouais, donc personne n'a choisi le pire cauchemar d'Indiana Jones. On s'en fout des serpents au final. Quoi. C'est genre, c'est pas. Bah, je ferais en vrai de vrai. Si j'étais dans le même cas, je ferais pas la maline devant des serpents. Oui, certes. Non, mais il y a 3 pièces. Tu vas dans laquelle? C'est ça le truc. Ah, tu vas dans laquelle? Ouais, bah je vais pas dans celle où il y a des insectes qui grouillent dégueulasses. Moi, je vais dans les rats, tranquille.
Ouais, moi je vais dans les si t'as rats une aussi. flamme, si t'as une flamme, les rats, tu peux t'en débarrasser facilement. Non, mais même les rats, il y a un côté presque, tu peux, comme il le dit Harrison Ford, il dit les rats, t'as des sentiments, tu peux les comprendre. Enfin, alors que les insectes et les serpents, tu sais même pas s'ils ont des émotions, c'est nul. Il le dit dans le making of. Mais après, je trouve que les pièces sont quand même, la pièce du premier, elle est très espacée, il y a moins ce côté, t'es dans un tunnel où t'as pas d'autre échappatoire que de marcher sur. C'est moins claustro. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Indy qui se promène dans le pétrole avec une torche, ça me... Ouais, ça c'est Zoolander sur 20, ouais. Mais oui, c'est Zoolander, exactement. Voilà. Ça m'a fait rire. Wake me up before you go. C'est ça, quoi. Je me rappelle que cette scène, en plus, était reprise dans l'épisode de Doctor Who. Ça m'avait vraiment marqué quand je l'avais vu à l'époque. Où vraiment, il y a, comment dire, le docteur, c'était Matt Smith, hein, un fedora et il dit qu'il déteste les rats et tout. Et c'est vraiment copier-coller de cette scène. Ah ouais. Et est-ce qu'il prend feu? Non, personne ne prend feu. C'est là qu'il se régénère. Qu'est-ce que c'est que ça? L'Arche de l'Alliance. Vous êtes sûr? Plutôt, oui. On a une course-poursuite en bateau, parce qu'on va voir des courses-poursuites pendant tout le film. Hein. Ouais, c'est James Bond style puissance 2000. Hein, ah, mais vraiment, là, on a tous les véhicules possibles, à part peut-être une course-poursuite en voiture. Je crois qu'il n'y en a pas dans le film. Mais sinon, il y a tout. Bah si, avec l'avion. Il y a avion, mais je crois pas qu'il y ait voiture. Bah, il y a voiture quand il y a l'avion qui les poursuit, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois. C'est vrai, mais... Est-ce que vous avez remarqué un petit truc, quand le bateau n'arrive plus à redémarrer, il fait le même bruit que le Faucon Millenium? Ah non. Il fait j'imite très mal le C'est pas une vue de l'esprit, c'est un vrai truc. Quand il cale, quand le Faucon n'arrive pas à démarrer l'hyperespace. Je suis pas sûr, je pense que je l'ai entendu, mais je me demande si c'est peut-être une hallucination auditive. Hein. Ça m'est déjà arrivé, ce sera pas la première fois. Mais d'ailleurs, personne ne mentionne le fait quand même, moi ça m'a toujours marqué, c'est qu'ils sont dans la grotte, dans les égouts, il fait son petit pochoir du bouclier, après ils vont sous l'eau et le pochoir est intact. Et je me dis, mais comment? Parce qu'à mon avis, c'est un pochoir carbone et que je suis pas sûre que l'eau altère le pochoir carbone. Tu penses? Et un pochoir carbone, en effet. Il a du paplard d'archéologue quand même. Ah oui, les archéologues, ils se retrouvent souvent sous l'eau. Je sais parce que je me suis fait la réflexion quand je l'ai revu en me disant il donne bien le carnet avant d'aller dans les catacombes de l'église. Pour justement qu'on puisse pas se dire ah oui mais il avait peut-être le carnet aussi dans la poche et tout. Donc, et ça ils pensent tous les scénaristes dans les films Indiana Jones. À chaque fois qu'on trouve un truc qui va pas, en fait on se dit ah bah non en fait dans la scène d'avant. Ouais, c'est quand même des mecs qui ont bien taf. Je veux dire en termes de cohérence d'univers ils ont plutôt bien bossé. Ouais quand même. Posez-vous la question. Pourquoi cherchez-vous la coupe du Christ? Est-ce pour sa gloire ou la vôtre? Indy et Elsa se pécho. En s'engueulant, parce qu'il n'y a que comme ça qu'Harrison Ford arrive à pécho dans ses films, visiblement. Ça peut-être temps de faire une petite psychothérapie. Non, mais c'est vrai, dans tous les films avec Harrison, il s'engueule avec la fille et paf, il s'embrasse, quoi. C'est toujours c'est exactement ça, c'est vrai que c'est 3 fois la même chose, ouais. Mais ouais. Et aussi avec la princesse Léa, bien sûr. Donc, non, mais en plus, avec le fameux je n'aime pas les femmes faciles, il y a tout un truc. Ouais, enfin là, ils y vont vraiment. Autant dans le 2, ils se tournent autour de manière un peu plus éloignée. Là, limite, ils s'engueulent en s'embrassant, quoi. C'est ça. Il y a une tension. Ouais, je trouve que ça marche mieux que dans le 2 où ils se courent après. C'est censé être drôle, mais c'est pas très drôle. Ouais. Ouais. Toi, t'avais bien aimé Zoltan, je crois, cette scène dans le 2. Non, pas. Oui, je trouvais ça sympa. Mais là, c'est sûr que c'est plus dynamique. Enfin, de toute façon, le perso, j'aime bien Willy parce que je trouve qu'on est très dur avec ce perso dans le 2. Mais évidemment, le perso est plus intéressant dans le 3 parce qu'il est un peu plus complet, un peu moins caricatural et moins agaçant. Mais il est moins drôle, pour le coup. Oui, tout à fait. Mais moi, j'aime bien aussi Willy dans le 2. Enfin, je sais qu'elle agace beaucoup, mais moi, je la trouve... Enfin, en vrai, à sa place... je pense que j'aurais hurlé aussi, quoi. Enfin... Et c'est pas évident d'écrire des persos agaçants, drôles. Enfin, tu vois, je trouve que c'est un exercice de style qui est pas évident, Willy. Et je comprends qu'on se plante. Bah non, c'est justement, tu vois. Voilà, tu vois, ça marche pas des fois, quoi. Ouais. Et alors que là, on va dire que c'est un peu plus simple d'écrire un personnage comme celui-là, mais il est plus intéressant parce qu'il est plus complexe, quoi. Laissez-moi tranquille, je n'aime pas les femmes faciles. Et moi, j'ai horreur des hommes arrogants. On se retrouve dans un château en Autriche où Indy est déguisé en écossais, mais ça ne prend pas. Il fait encore une référence à James Bond, hein, quand même. Hein.
Il fait quel accent en VF? En VF, bonne question. Il fait plutôt un accent anglais, non? Ouais, Anglais. un accent Ouais. un peu bizarre. Ouais, en anglais, de caricature d'anglais, comme nous on fait en français. Il dit, nous venons pour voir les tapisseries. C'est ça. Il est un Ah, peu, ok, ouais. c'est assez peu identifié, mais si je devais le rapprocher, je dirais peut-être C'est un Jane accent Birkin, quoi. anglais. C'est ça, Je exactement. voudrais monter avec un nuage de lait. Son accent, par contre, en VO enfin, il m'a surpris. Je m'attendais pas à ce que Harrison Ford puisse faire un accent écossais comme ça, même si c'est un gros accent caricatural. En fait, Harrison Ford, il prouve par moment qu'il est capable de faire d'autres trucs que ce qu'il fait d'habitude. Ouais, Il un aurait peu, pu ouais. être très drôle dans une comédie, je trouve, et il l'a pas fait dans sa carrière, et c'est dommage parce qu'il est très drôle comme mec. Ouais, mais en tout cas, en interview, clairement, ils donnent pas envie de jouer dans une comédie, mais Si, justement, Ouais. il est très sarcastique, très pince sans rire. ah ouais, par sans rire de fou. Ouais, Ouais, voilà, quand il a fait des comédies plus récemment, mais vraiment au moment où il commence à en avoir plus rien à foutre en fait. Donc les Morning Glory, il a fait Encore Man 2, il a fait ce genre de truc. Oui, on le voit, Mais bon. il joue le patron dans Encore Man 2, Ouais. c'est vrai. Ouais. Dans Morning donc, Glory aussi avec Rachel McAdams. Enfin, voilà, c'est que des trucs où il fait le vieux relou quoi. Et ça, je précise, il y a quand même une petite référence au service de Sa Majesté, hein, parce que il y a George Lazenby se déguise en écossais. Ah oui. Donc on est un peu dans le James Bond, on continue quoi. En parlant de James Bond, Indy retrouve son père, donc incarné par Sir Sean Connery, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. On a fait un épisode de Bond's Planning sur le sujet d'ailleurs, si ça vous intéresse les gens. Parlons un peu de Sean. Qu'est-ce que vous pensez de Sean? Vous êtes fan, hein, j'imagine, hein, Mélissa, je ne sais même pas si je pose la question. Oui, un peu. On aime bien Sean. Hein. C'est exactement. Évidemment, c'était le premier choix et vraiment ravi que ça s'est fait quoi. Donc, on n'aurait pas pu mieux illustrer la filiation entre Indiana Jones et James Bond que comme ça, et le duo marche vraiment à merveille dans le film. Génial, ils auraient pu faire 10 films ensemble, ça m'aurait pas dérangé. Quoi. C'est clair. Moi aussi, j'avoue, j'ai une petite sensibilité sur Sean Connery. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup dans James Bond, ça va sans dire, mais moi je l'aime beaucoup dans Rock. Enfin, Où il joue aussi James Bond, hein, c'est quand même. Oui, mais il joue aussi un père un peu de substitution dans Rock. Enfin, moi j'aime bien quand il est dans des rôles un peu comme ça, et je l'aime beaucoup dans Les Incorruptibles aussi. Ouais, je le trouve et pareil, Oscar, figure de père aussi. Et après j'allais dire Haute Voltige, mais figure de père, Ah, pas vraiment. pas mal, Haute Voltige. Je me rappelle que d'une scène ce film. Ah bah oui, la fameuse. Je me rappelle que d'une scène. Non, mais à la poursuite d'Octobre Rouge, il est dingue. Il est vraiment formidable même dans Robert des Bois, Prince des voleurs. Il est trop bien aussi. Et c'est quoi, Zoltar, il s'appelle le film là où il est Non, Zardoz. Ça c'est toi, Zoltar. Zardoz. Zardoz. Ouais, Zardoz, ça aussi c'est un grand film quoi. J'ai pas vu Zardoz moi. Enfin, c'est à voir. Mais... Ah non, c'est à voir. Franchement, c'est à voir. Quand on cite toute sa filmo, dans Le Nom de la Rose, il est incroyable aussi. Le Nom de la Rose, bien sûr. Histoire un peu de mentor, là-dessus, ça marche avec. Donc, comme Mélissa le disait, c'était le premier choix pour jouer Henry Jones Senior. Mais Lucas et Spielberg avaient un peu peur parce que il n'est pas assez vieux, quoi. Il a que 12 ans d'écart avec Harrison Ford. Mais entre nous, ça se voit pas. Ça marche trop bien, moi, je trouve, franchement. Il a déjà un coup de vieux, il a sa barbe, plus de cheveux. Enfin, ouais. il est déjà... Après, ils lui ont rajouté des lunettes. J'ai vu qu'ils en avaient pas. En fait, ils voulaient pas cacher le visage en même temps de Sean Connery parce que c'était un peu con de débourser le billet qu'ils avaient sorti pour en plus le cacher derrière des lunettes. Du coup, ils ont fait des montures spéciales. Enfin, ils n'arrivaient pas à en trouver qui leur plaisaient, donc ils les ont conçues pour le film apparemment. Et ça le vieillit aussi. Ils ont construit des rats mécaniques qui peuvent bien faire une paire de lunettes. Quoi. Et son Bob aussi là. Ouais, c'est ça. Et le Bob. Chapeau. Non, mais tout est bien fait. Déjà sans moumoute, ça aide à faire son âge. Hein. La scène où il est sur la plage avec le parapluie, quand tu fais ça a été ma scène préférée. J'avais avec mon premier amour, dès qu'on était sur la plage avec un parapluie, on faisait exactement pareil. Vous faisiez chier les mouettes. Quoi. Et alors apparemment, ce serait
J'ai lu une impro, mais ça me paraît bizarre, mais en tout cas, c'est une idée de Sean Connery de faire ça. Apparemment, j'ai même, Il a vu qu'il y avait une version de scénar qui avait été refaite aussi avec beaucoup d'ajouts de Sean Connery, de comédie, de choses. Ah bah, c'est lui qui a trouvé plein de trucs, hein, franchement. C'est pas impossible que ça soit lui qui a improvisé ça. Hein. Dans le making of, ils disent vraiment, il a changé énormément de trucs. C'est lui qui a apporté, il a vraiment redéfini tout le rôle. Tout le côté c'est lui qui a improvisé qu'il avait couché avec. C'est qu'il l'ait eu dans des premières réunions ou j'en sais rien. Il a improvisé, elle parle dans son sommeil. C'est ça, c'est lui qui a improvisé qui couchait. Ça a fait rire tout le monde sur le plateau. Ils ont dit bon bah ça on le garde quoi. Parce qu'en fait Sean il avait accepté il a dit je veux bien lire le script déjà à l'origine et à la lecture ça l'a rendu furieux. Voilà, il n'était pas content. Il n'imaginait pas son personnage comme un vieil homme sage qui reste loin de l'action. Donc, il s'imagine encore comme une star d'action, Sean. Et d'ailleurs, il l'a encore été pendant quelques années après ça, hein, jusqu'à son dernier film, d'ailleurs. Bah ouais. Et aussi parce qu'il n'apparaît qu'à la moitié du script. Donc, ils ont accepté de réécrire le script pour que son personnage apparaisse plus tôt. Et Sean a apporté l'idée que le personnage soit un aventurier, mais dans le style de Richard Francis Burton, qui était un explorateur et savant anglais qui parlait 29 langues. Et qui était surtout connu pour avoir infiltré la Mecque en déguisement à une époque où elle était interdite d'accès aux Européens sous peine de mort. Et il a aussi traduit le Kama Sutra dans le monde occidental. C'est lui qui a ramené le Kama Sutra. Et donc c'était incroyable anecdote quand même. Voilà, Sean a voulu baser le personnage sur ce gars-là quoi. Et j'ai regardé, il a une page Wikipédia énorme ce mec. Je me suis pas lancé dessus, mais ça avait l'air d'être un personnage. Donc, pour satisfaire Connery, Lucas et Spielberg décident d'ajouter un trio romantique, donc où Indiana et son père se battent pour la même femme. Et Sean trouve que c'est une très bonne idée. D'ailleurs, ça marche super bien dans le film, cette idée. C'est Lucas qui était un peu réticent. Ouais, c'est pas son truc. Non, il trouve ça un peu dégueu, apparemment. Moi, quand j'étais toute petite, j'avais pas compris. Hein. Il se fout de la gueule de qui, lui, avec ses frères et sœurs qui s'embrassent à tout va dans ses films? Il va perdre la morale. Sérieusement, quoi. Mais ouais, moi, je sais pas vous, mais quand j'étais toute petite, j'avais vraiment pas compris. J'étais trop pure. T'étais trop jeune. Elle parle en dormant. Bah oui, il parle en dormant. Moi, j'ai jamais fait le lien que c'est. qu'il s'était passé quelque chose. Et vraiment, le jour où j'ai regardé le film et où j'ai eu le déclic, j'ai vraiment mind blown, quoi. Mais est-ce que ça a coïncidé au moment où tu as commencé à être attiré par les hommes plus âgés ou pas? Parce que non, ça c'était déjà venu avant, t'inquiète. Enfin, pour le coup, juste après, il est là à répondre aux questions qu'elle lui pose pas. C'est quand même bien appuyé, quoi. Que... Le mec, il est trop content de lui, quoi. C'est ça qui me fait marrer, moi. Non, mais oui, non, mais incroyable. Enfin... Il joue tellement le vieux trop content d'avoir pécho une jeune que c'est... Non, et puis c'est aussi montrer à son fils qu'il est encore capable des mêmes choses que lui. Exactement, c'est c'est surtout ça le truc. Quoi. Ouais, c'est trop content d'être le gars de faire fanfaron, quoi. Junior. Oui, père. C'est toi, Junior. Je vous en prie, ne m'appelez pas comme ça. Je trouve que là, j'adore l'introduction du perso avec le vase, où toute la relation entre les deux, elle est explicitée par cette espèce de désintérêt qu'il a pour son fils, l'intérêt qu'il a pour le vase, et comment ça rebondit. Il fait « Ah, super !» Je pensais que c'était un vrai vase, en fait c'est un faux. Et je trouve que le jeu des deux comédiens, il marche tout de suite, et ça fonctionne tout de suite, la relation est posée, et après, il n'y a plus qu'à kiffer, quoi. Franchement... les gens se plaignent souvent, par exemple, des films Marvel ou des films Disney actuels qui ont trop d'humour. Et là, c'est le film le plus drôle de la saga. Et je trouve que c'est là où tu te rends compte que quand l'humour est bien utilisé... Oui, c'est bien dosé. En fait, au-delà d'être bien utilisé... C'est pour les personnages, quoi. C'est ça, le truc. Au-delà d'être bien utilisé, même en termes d'écriture, en fait, il faut que ça soit bien rythmé. Et il faut que... comment dire? Faut qu'elle... Le problème de certains films avec trop d'humour, et je le dis parce que j'ai revu Le Monde Perdu il n'y a pas longtemps et je me suis rendu compte que c'était un des gros défauts du Monde Perdu, c'est que l'humour est placé en pleine scène de tension. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Le Monde Perdu, il y a un moment où la camionnette, en fait, elle est sur le point de tomber, ils sont tous les trois sur le flanc de la falaise, il y a un mec qui va venir les aider. Et le mec leur fait « Vous avez besoin de quelque chose ?» Donc, bien sûr, nos personnages sont dans une situation où, clairement, ils risquent de mourir à tout moment. Et il y en a quand même un qui répond « Ouais, vas-y, je veux bien un cheeseburger, machin. » Et en fait...
C'est le syndrome Vince Vogue, hein, ça. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème scénaristique et je pense que c'est un vrai problème quand il y a trop d'humour et surtout quand c'est mal placé. C'est pas tant qu'il y a trop d'humour, c'est que c'est mal placé. C'est une cata parce que ça te sort de l'émotion, ça te sort du film. Là, dans Indiana Jones 3, c'est un bijou. C'est-à-dire que la moindre réplique, elle va être donc pas placée pour venir désamorcer une situation, mais plutôt pour la renforcer. Et en plus de ça, on a beaucoup d'humour, ce que j'appelle l'humour émotionnel un petit peu, c'est-à-dire que ça va être dans des situations, ça va nous toucher. Enfin, justement, on va voir la situation où on pense avoir perdu Junior au-delà d'une falaise. Quand on le voit arriver derrière son père, et son père est persuadé de l'avoir perdu à tout jamais, et qui se penche à côté, genre, mais vous regardez quoi, les gars? Ça, c'est de l'humour touchant. Enfin, ça prend l'émotion. En termes d'écriture, c'est très malin. C'est très. Non, mais c'est ça, parce que dans les films Marvel, en fait, il n'y a plus aucun enjeu dramatique parce que t'as une vanne dans la nanoseconde. T'as même pas le temps d'être choqué ou d'être touché ou de t'inquiéter pour les persos. Que voilà, direct, c'est annulé par la vanne. Que comme tu dis, Julie. Enfin, c'est rythmé de manière totalement différente, donc ça passe crème, quoi. Et je trouve que là, par exemple, l'humour est aussi basé sur les persos. On sent que c'est leur seule manière de communiquer, c'est un peu de s'envoyer des vannes. C'est comme ça qu'ils ont toujours un peu fait, genre d'être sarcastique l'un envers l'autre, etc. Et donc ça marche très bien avec les personnages, alors que comme tu le dis dans les Marvel, si tous les personnages se mettent à parler comme Tony Stark et à faire des petites blagues tout le temps, au final, tous les personnages se ressemblent. Ouais. Mais Marvel, il y a des films où ils ont trouvé une alchimie qui fonctionnait. Oui, Thor Ragnarok, par exemple, il y en a quelques-uns qui sont très très bien. Mais... Ouais, même le premier Avengers, ils avaient vraiment trouvé un truc qui d'un coup, tous les persos avaient une justification de vanner quand ils le faisaient et tout ça. Mais c'est vrai qu'ils ont été un peu loin après, quoi. Et encore, je trouve que Thor Ragnarok, alors que j'adore Taika Waititi, vraiment, je l'aime énormément, je trouve que le film en faisait beaucoup trop et que justement, il était plus sérieux. Enfin voilà, on s'éloigne de Jones 3, mais que justement pour moi c'était le point de rupture de il y a trop d'humour et du coup le film j'y crois plus, quoi. C'est vraiment dès le début quand il tourne sur lui-même qu'il est capturé et que c'est là c'est de la vraie rupture qui a rien à voir au perso. Pour le coup, c'est vraiment de la rupture humoristique pure et dure. C'était trop, quoi. Ouais, après je trouve que le ton est. Moi je préfère quand ils assument clairement. En se disant, là, c'est une comédie d'aventure, Thor Ragnarok, et pas quand il parasite un truc un peu dramatique avec de la comédie, tu vois. Mais après, je peux comprendre que ça perturbe. Hein. Je veux votre bouquin maintenant. Quel bouquin? Vous avez le journal dans votre poche. Mais quel idiot! Vous croyez que mon fils serait assez stupide pour rapporter mon journal jusqu'ici? Tu ne l'as pas fait, hein? Tu ne l'as pas apporté, n'est-ce pas? Tu as fait ça. Écoutez, on ne peut pas en discuter plus tard. J'aurais mieux fait de l'envoyer au Marx Brothers. Donc Elsa est une méchante nazie. Qui l'avait vu venir? Levez la main. Levez la main. Forcément, elle a un accent allemand, donc forcément, c'est la méchante. Et Donovan aussi est un méchant. Tout le monde est méchant dans ce film. Double twist. Voilà, double twist. Et c'est drôle parce que ça, ils le font même dès le début du 4. Hein. Où il y a un personnage qui le trahit, dès le début du premier, où il y a un personnage qui le trahit, ça revient tout le temps dans ces films. C'est comme dans Bond, quoi. C'est toujours la trahison. Sauf que au bout d'un moment, tu sais très bien que dans le film, il va y avoir 2-3 trahisons, et donc, arrivé au 4, ça fait plus rien, quoi. Tu vois, ça marche plus. Tu anticipes un peu la trahison. Voilà. Ouais. La petite scène avec Marcus dans le bazar, je la trouve magnifique, par contre. Ah, ça, moi, c'est une de mes phrases cultes. Je l'arrêtais pas de la dire quand j'étais gamin. Toute cette tirade, c'est sur Marcus, il a 2 jours d'avance. Enfin, il est capable il parle 27 langues, il est capable de. Il dirait Chuck Norris, le mec, quoi. Ouais, là, tu coupes sur Marcus qui galère. Est-ce que quelqu'un parle anglais? Il a 2 jours d'avance sur vous. C'est plus qu'il lui en faut. Brody a des amis dans chaque ville et village, d'ici jusqu'au Soudan. Il parle une 12aine de langues, connaît toutes les coutumes locales. Il va se mêler à eux, disparaître, et vous ne le reverrez jamais. Avec un peu de chance, il a déjà trouvé le Graal. Est-ce que quelqu'un parle le français? Ou même le grec ancien? Par contre, big up aux nazis qui ont quand même mis une sacrée organisation autour de leur piège sur la place du marché, puisqu'ils ont carrément déguisé l'arrière de leur camion en petite échoppe
Ça, c'est grosse implication des nazis sur ce plan-là. Mais à la fois, dans la scène d'avant, ils avaient... Ouais, et dans la scène d'avant, ils avaient quand même déguisé une cheminée en passage secret vers un laboratoire, faire une espèce de sorte de commande. Donc je me dis qu'ils ont l'habitude. Bah, c'est les nazis, quoi. Mais à la limite, le passage secret derrière la cheminée, bon, je me dis, il était peut-être là dans le château avant, ils ont juste mis leur poste de commande derrière, tu vois. Mais là, je me dis, franchement, un point pour l'implication quand même, parce que... Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est les deux des figurants au marché, genre pour et les deux cagettes de légumes par terre. Des vendeuses, ça m'a fait penser à la scène dans le 2 où il rentre dans l'avion et il se rend pas compte qu'il est dans l'avion des méchants. C'est vrai. Non, mais sinon, même dans le 1, avec Marion, dans la camionnette, c'est un peu le même. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça revient souvent. Ouais. Non, en plus, j'avais vu que, comme quoi, Marcus, en fait, ils avaient décidé de lui, comme il était censé être un peu le mentor, que là, on lui donne un rôle un peu plus rigolo pour pas qu'il soit, pour pas qu'il y ait deux mentors, vu que maintenant, il y avait Sean Connery, en fait. Donc, c'est pour ça. Mais ça marche bien, je trouve, même la relation d'amitié. Même la relation d'amitié Marcus-Henry, elle fonctionne. C'est assez touchant quand il y a la scène dans le char où il lui fait « La plume est plus forte que l'épée ». Ouais, puis même, ils ont leur signe drôle, quoi. Enfin... Ils ont un signe quand ils se saluent aussi. Ils disent un truc. Oui, ils ont un petit check. Ça doit être. Ils ont sûrement été dans la même école ou un truc dans le genre. Tu sens les collègues de fac, quoi. Ouais, voilà. Ouais, ça doit être ça. Ouais, les mecs. Papier, s'il vous plaît. Papier? Ah, bien sûr. Fuyez. Oui. Des papiers, monsieur, j'en ai ici. J'en ai écrit pour plusieurs journaux. Fuyez. Oui, mais... La courrier égyptien. Édition du matin. Fuyez. Vous avez dit... Fuyez. Donc, Sean fout le feu. Et le jeu entre les deux, il est super là. C'est vraiment, c'est vraiment là. Quand ils jouent, par exemple, ils se parlent. Junior, quoi? Junior, quoi? Junior, quoi? Ils se retournent chacun. Je sais pas si ça aurait aussi bien marché avec quelqu'un d'autre que Sean, quoi. Bah, pour ce genre de choses, faut des acteurs qui sont très bons dans le timing comique, quoi. Et là, c'est vrai que les deux y arrivent alors qu'on s'y attendait pas nécessairement, quoi. Enfin, tu te dis pas, il y a Harrison Ford, Sean Connery, deux mecs trop drôles. Et ben, en plus, ça marche. Bah, justement, Sean, dans la vraie vie, avait l'air d'être assez marrant, en dehors du fait qu'il aimait bien frapper les femmes. Je suis obligé de le dire. Rappelons-le. Je suis obligé de le dire. Ça avait l'air d'être un rigolo, on va dire. Et Harrison, visiblement, tout le monde qui travaille avec lui, ils disent tous qu'il est super drôle. Donc, quand tu vois les images du making-of des différents Indiana Jones et tout, ça avait l'air de bien se fendre la poire quand même. C'est clair. Spielberg était rigolo aussi. Il y a une bonne équipe. C'est ça que tu comprends pas la diff entre Harrison Ford, le mec qui fait des petites blagues et qui prétend s'agrafer son chapeau sur la tête et c'est blagounette sur blagounette, et après le mec qui est grave saoulé de tout et vieux bougon, venez pas me parler, j'en ai marre, quoi, et j'aime pas les gens, et c'est dingue le grand écart que tu vois en quelques années là-dessus, quoi. C'est un vieux chat maintenant, quoi. Un peu ça. Et alors, est-ce que vous croyez à la théorie qui va faire mourir Indiana Jones parce qu'il voudrait faire mourir tous les personnages qu'il incarnait? Franchement, moi, ça me va. Hein. Il va faire Air Force One 2 juste pour tuer le président. Non, je crois qu'il a toujours dit qu'il en avait rien à foutre de Han Solo. Oui, dans tous les cas. Han Solo voulait le tuer dès le retour du Jedi. Quand tu lui parles tu sens qu'il préfère largement qu'on lui parle d'Indiana Jones. Il adore Indiana Jones, par contre, ouais. Voilà, il adore Indiana Jones. Mais bon, ça reste quand même maintenant, c'est un vieux grincheux, quoi, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi, hein, mais... Ah, et puis t'as vu toute la bœuf qui se fume aussi, le grand. Il faut le suivre, hein. Il est toujours sur une autre planète à chaque fois. Quand il n'est pas en train de se cracher dans des golfs, là, où je sais pas trop quoi. Ouais. Incroyable. Bah, vous avez sûrement revu passer, il y avait une vidéo qui avait retourné il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, mais qui avait déjà quelques années, où quelqu'un lui fait pour une vidéo YouTube, lui fait un tour de magie. Avec une devine la carte, et en fait je crois qu'il coupe il est chez lui, hein, et le mec coupe une orange, et en fait la carte est roulée dans l'orange, et qui dit genre get the fuck out of my house, avec un flegme incroyable, mais ça lui va très bien. Comment avez-vous su qu'elle était nazie? Comment avez-vous su qu'elle était nazie? Elle parle en dormant. On a une petite course-poursuite en sidecar, donc là, c'est les motos, les nazis. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'ils ont tourné en supplément après avoir terminé le tournage. Ouais, après avoir vu le premier montage, ils se sont dit, ça manque un peu d'action. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de pas cher? Oh, bah vas-y, on va faire une course-poursuite. Ils l'ont tourné à San Francisco, quoi.
Et puis voilà. Et t'étais pas là quand je l'ai dit, mais cette histoire de sidecar, c'était l'idée de Sean Connery. Ah ouais, bah il devait être fan de la Grande Vadrouille, parce que c'est clairement la séquence de la Grande Vadrouille. J'y avais pas pensé. Franchement, les nazis qui tombent dans l'eau et tout, là, c'est vraiment... t'as l'impression d'avoir Bourville qui va arriver en faisant Dommage que ce soit pas une saga, la Grande Vadrouille. Ah ouais, non mais là vraiment, ça me fait marrer à chaque fois, on parle de la Grande Vadrouille dès qu'on voit cette scène. Mais par contre, il y a un truc que je trouve très cool, j'adore le moment où ils font une espèce de joute, enfin il est avec... il chope le... Et là, c'est vraiment l'hommage au chevalier, et c'est vrai que dans ce film... il y a quand même un rapport à la chevalerie qui est intéressant, parce que c'est la quête du Graal, c'est le mythe arthurien, et même le chevalier à la fin qui lui dit c'est bon, vous êtes un chevalier et tout. Je trouve que c'était bien d'avoir mis ça, tu sens que voilà, l'idée elle est pas sortie de nulle part, quoi. Et ça fait plaisir à son père aussi, quand il voit ça, quand il le voit avec sa lance, là. Il est super content. C'est la première fois dans le film où on le voit être un peu fier de son fils aussi. Harrison qui fait presque toutes les cascades lui-même, c'est quand même super cool, hein. Ça se remarque sur toutes les scènes où il est à cheval et tout, c'est hallucinant, il fait tout lui-même, quoi. Alors j'ai vu que sur cette scène, en tout cas la scène où il est à cheval à côté du char, ça avait été galère à tourner parce que le char déjà est tombé en panne un nombre incalculable de fois, qu'il a fallu remplacer des pièces et tout, et surtout que le char en fait il roule pas vite du tout, donc c'est très compliqué de se donner une sensation de vitesse sur la course-poursuite, mais c'est vraiment bien fait, hein, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit littéralement 2 chars. Il y en avait un qui était tracté par un camion et l'autre qui était vraiment en fonctionnel. Et donc ils alternaient entre les deux pour réussir à avoir les plans qu'ils voulaient, quoi. Et pour le coup, durant toute cette cascade, Harrison Ford voulait tellement faire de cascade que le cascadeur, le fameux Armstrong, il a fini par lui dire non mais tu sais Harrison, si tu me laisses pas faire les cascades, en fait je suis payé beaucoup moins, quoi. Parce que j'ai une prime à chaque cascade, et si tu les fais toi, je suis niqué, quoi. Et là, Harrison Ford, à ce qui paraît, il était en mode oh pardon mec, désolé, je veux absolument pas t'enlever le pain de la bouche et tout. Et donc à partir de là, il l'a laissé faire quasi les cascades les plus dangereuses. Et en fait, c'était totalement du pipeau, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste l'autre qui a réussi à bidonner pour éviter. Ouais, parce qu'il s'inquiétait pour Harrison, parce que Harrison, il voulait sauter d'un haut d'un ravin pour ensuite choper un mec qui est sur un cheval et ensuite lui piquer son cheval, là. C'est ça, c'est le moment où il voulait vraiment le faire, quoi. Et tout le monde a fait non, mais Harrison, arrête tes conneries, quoi. Celui qui trouve le Graal doit passer l'épreuve finale. Quelle épreuve finale? 3 énigmes mortelles qu'il faut résoudre. Des pièges à éviter? Oh oui. Mais j'ai trouvé les indications qui nous feront passer en toute sécurité dans les chroniques de Saint-Anselme. Ah bon? Quelles sont-elles? Vous ne vous rappelez plus? On va à Berlin, où ça brûle des livres, dans la joie et la bonne humeur. Hitler est content, il signe des autographes. J'aimais beaucoup cette scène quand j'étais petit, et là, je l'ai trouvée un peu too much. Elle est marrante. Ouais, un peu too much. C'est le petit côté Forrest Gump, quoi. Mais bon, vu que t'aimes pas, quoi. Voilà. C'est normal. Mais ça va, c'est court, tu vois. On n'insiste pas non plus. Ça dure pas 107 ans. C'est pour non, blague. elle est mignonne, la blague. En plus, j'imagine quand il va récupérer son journal et qu'il y a un autographe d'Adolf Hitler sur la première page. Faut être content, Henri. Vraiment, c'est toutes ses valeurs, hein, de toute façon. Donc... J'ai un copain d'ailleurs qui avait acheté, qui est un énorme fan d'Indiana Jones et qui avait acheté une réplique en fait du carnet. Et quand il a rencontré Spielberg, en fait, il a signé sur la page en face d'Hitler, en fait, l'autographe d'Hitler dans le carnet. C'est le pire ennemi d'Hitler, hein, de toute façon. Exactement. Donc je trouvais que c'était assez marrant, quand même. D'ailleurs, c'est marrant, dans le making-of, t'as un moment où il y a cette séquence et il doit donner la direction figurante, faire un salut nazi. Et il leur dit vous croisez bien les doigts avec l'autre main dans votre dos, hein. Oui. Au moment de le faire, votre salut nazi. C'est trop mignon. Enfin, je trouve c'est mignon, façon de parler, mais c'est vrai que je trouve ça trop chou. Mais pareil, en plus de ce que j'ai compris, en fait, les costumes qui sont tous utilisés dans cette scène, les costumes nazis, c'est des vrais, parce que ils en avaient retrouvé il y a pas longtemps dans une cache en Allemagne, et en fait, donc du coup, c'est le costumier qui les a récupérés. Et donc, mais je voudrais pas les porter, moi. Mais je crois qu'ils les ont récupérés pour les reproduire à l'identique. Je pense pas qu'ils les portent sur le tournage. Moi, je porterais pas un vrai non, uniforme nazi. Je pense que c'est juste pour les modèles en fait des costumiers. T'imagines, quoi. T'apprends des années plus tard que c'est vraiment un costume nazi que tu portais. Au secours. Et pour le coup, je trouve j'aime beaucoup
Quel est le nom du personnage féminin dans ce film? J'ai oublié. Elsa. Ouais, Elsa, Snyder. j'aime beaucoup son rôle à ce moment-là. Enfin, parce que comment ils exploitent son personnage, où tu sens que c'est pas une nazie convaincue, que c'est juste une meuf qui utilise un système pour aboutir à sa quête, quoi. Ouais, elle est un peu comme le français dans le premier, quand tu réfléchis. Sauf que le français dans le premier était bien méchant. Sauf que là, c'est une version d'un peu du français dans le premier s'il était amoureux d'Indiana Jones, quoi. Ce serait bien, d'ailleurs. Ça, c'est le fameux je suis comme toi, qui essaye de dire non, mais en fait, on est pareil, et qu'il explique bien, justement, que non, en fait, nous, on n'est pas pareil, et qui sera illustré plus tard, en fait. Ouais, pour le coup, voilà, moi, j'ai des limites que t'as pas. Ouais, mais le français dans le premier, il aurait prévenu tout le monde que Indiana Jones était là. Alors que là, elle le fait Ah pas. oui, tu oui, vois. oui, c'était un vrai méchant, le premier. Ouais. Dans le premier, ouais. Les nazis, je hais ces gars-là. Indy et Daddy vont dans un zeppelin. Ils ont une conversation entre adultes qui ne dure pas très longtemps, car ils n'ont pas grand-chose à se dire. C'est très certainement la première fois qu'ils sont tête à tête et qu'ils ont une conversation. À savoir, ils ne portaient pas de pantalon en tournant cette scène. Ouais, c'est vrai, il faisait trop chaud. Ouais. Il faisait trop chaud, donc ils étaient tous les deux en caleçon. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de problèmes de chaleur, parce que je crois que dans le char, il y avait beaucoup de problèmes aussi de température sur le tournage. Bah, il tournait au milieu du désert, enfin à Almeria, ouais, ça devait faire chaud. Ouais, mais surtout dans le tank, quoi. Ouais, oui, bah, j'imagine. Et là, pour le coup, je trouve qu'en termes de mise en scène, il y a quand même un truc que Spielberg maîtrise très très bien. C'est comment raconter une relation uniquement par le cadrage et la position des persos. Et c'est vrai que si on fait gaffe, les persos, ils sont toujours isolés dans le cadre, les deux. Enfin, ils sont rarement ensemble. Et quand ils sont ensemble, ils sont dos à dos, comme sur les chaises. Et pour le coup, cette conversation, c'est marrant parce que au début, ils sont ensemble quand ils connectent un peu. Et quand, après, Henry Jones lui dit eh bah vas-y, tu veux qu'on parle de quoi? Et que Indiana, il est en mode bah je sais pas, enfin tu vois, c'est pas comme ça qu'on règle le problème. Là d'un coup, ils sont de nouveau isolés dans les cadres. Et après, par contre, ils se rapprochent de lui et donc ils sont de nouveau ensemble quand ils parlent du Graal. Et t'as vraiment, de manière inconsciente, finalement, ça raconte leur rapprochement, leur éloignement, juste par du cadrage. Et c'est Spielberg, quoi, il est trop fort. Il est trop fort et c'est vraiment un moment d'émotion. Et là aussi, vous voyez, c'est là où je dis que la comédie, elle est hyper bien foutue. C'est que dans cette scène, il n'y a pas tant de comédie que ça. On est vraiment dans l'émotion de père, vous n'étiez pas là, enfin des choses comme ça, sur l'éducation qu'il a eue, sur la façon dont il a évolué. On a la tension en termes d'écriture qui arrive avec le nazi qui va venir vérifier les. Enfin, il les a vérifiés avant. Ouais. Il les a vérifiés avant et on a le zeppelin qui va être dérouté. Mais chaque chose en son temps, en fait. Enfin, on a la comédie avec pas de ticket, on a le discours père-fils. Et on a la tension qui repart, genre en fait on est détourné, donc c'est la merde. Et c'est pour ça que ça fonctionne en fait. C'est parce que on a aussi des temps de pause. Je pense que en plus c'est des films qui sont extrêmement bien montés. Enfin, Spielberg travaille tout le temps, ou presque tout le temps avec les mêmes personnes en tout cas et le même monteur. Et moi je trouve que ça s'en ressent vraiment beaucoup en fait. C'est à la fois effectivement le cadre, mais le montage a toute son importance dans cette scène, quoi. Il y a pas mal de coupes audacieuses. Enfin, c'est pas je trouve que pour le coup, moi, je suis pas un grand fan du montage du premier film, L'Arche perdue, parce que je le trouve un peu justement ronronnant. Alors que celui-là, il y a vraiment des choix. Genre, on l'a parlé, on n'a pas dit, mais il est assez connu ce cut. C'est au début quand il y a les mecs du gouvernement qui viennent le voir et qu'il fait un espèce de mouvement où il est un peu dans le cadre, il se met de dos. Et après, d'un coup, il est chez Donovan et il se retourne, et c'est un cut très étrange, mais qui dynamise vachement le récit, quoi. Et ça, il y en a pas mal, des choses comme ça dans ce film. Mais d'ailleurs, dans le documentaire sur Spielberg d'HBO, Spielberg, il dit, si j'arrive à faire autant de films que ce que j'en fais, c'est aussi parce que je travaille toujours avec les mêmes personnes, et qu'en fait, si à chaque fois, à chaque tournage, je devais aussi changer mes collaborateurs, mais ce qui est le cas de certains cinéastes, qui travaillent pas toujours avec les mêmes directeurs de la photo, les mêmes monteurs, les mêmes... Il dit ça me prendrait 4 fois plus de temps en fait. Enfin, je ferais jamais autant de films que ce que je fais là. Ouais, c'est vrai. Au final, quand tu es avec les mêmes, c'est une machine bien huilée, quoi. Exactement. C'est comme une équipe de foot. Voilà, tu sais de quoi attendre de qui, comment. Tu te comprends plus facilement. Enfin, c'est plus simple, quoi. Et d'ailleurs, je me suis dit que pour l'instant, tout va bien. Je touche du bois, mais dans quelques années, il y a des chances pour que John Williams puisse plus trop composé, je pense. Déjà que ça a été compliqué ces dernières années. Mais je sais pas ce que ça va être du Spielberg sans John Williams. Enfin,
ça a peu eu lieu, déjà, ça a eu lieu quelques fois, mais... c'est bizarre. Le pont des ça va espions, être, sans lui, c'est ça? Je crois, non? La couleur pourpre, c'est pas lui, c'est Quincy Jones, il me semble. Quincy Jones, je savais pas. Ouais, je crois. Je veux pas dire de bêtises. Mais... Non, c'est possible. Ouais. Je me rappelle que récemment, il y avait une histoire comme quoi il était dégoûté de faire un Star Wars parce qu'il pouvait pas faire un Spielberg. Et je pense que c'était le pont des espions, mais je peux me tromper. Ah, peut-être. Bah, lui, il est comme Harrison. Il préfère. Il est pas trop fan de Star Wars. Il préfère bosser avec Spielberg. Mais c'est vrai que ça va faire bizarre. C'est un peu comme oui, si, c'est Thomas Newman, effectivement, qui fait la musique du Pont des Espions. C'est comme si Sergio Leone avait fait des films sans Morricone, quoi. Ce serait un peu bizarre, quoi. Ouais, Non, mais c'est assez curieux de voir ce que ça va donner aussi. Après, il y a plein de gens qui peuvent prendre le flambeau de John Williams. Bien sûr. Ouais. Giacchino, je sais jamais comment on le prononce, l'a montré. Enfin, moi, je trouve que c'est lui qui est le plus l'héritier, en fait, de cette composition de musique de film. Enfin, c'est celui qui est le plus dans la mouvance. Et encore, tu vois, personne voudrait de prendre quelqu'un d'aussi connu pour singer du John Williams après, parce que ce serait flatteur pour personne, tu vois. Non, mais dans dans le travail de Giacchino, il y a quelque chose d'assez proche quand même. Enfin, c'est pas du tout la même chose, parce que tu reconnais qui est qui, mais il y a des points communs. Enfin, je pense pas qu'il singe John Williams. Il en est influencé, mais ce serait flatteur pour personne. Enfin, si jamais tu mais c'est clair. Un peu le flambeau, ce serait forcément quelqu'un qui ferait quand même un truc un peu différent. Et ce qui se sent aussi, enfin, tu le vois même dans le petit Star Wars où c'est pas John Williams, tu le sens direct en fait. Mais ouais, j'ai très peur aussi du moment où, enfin, le jour où on annoncera que John Williams est décédé, ça va. Déjà, je l'ai manqué alors qu'il a fait un concert avant le Covid et que j'ai appris ça à Vienne. Mais je pense que j'aurais vendu mon âme pour y aller. Peut-être pas vendu mon âme, mais vraiment. Ouais, on va croiser les doigts pour que ça redémarre vite et ouais, faudra pas rater l'occasion, je pense. J'espère qu'il est bien vacciné. Oui, vaccinez-vous les gens. On va faire un petit message. C'est le gouvernement qui nous a demandé. Ouais, franchement, c'est un mec qui se vaccine. J'ai entendu dans la saga, il faut que je me vaccine. Sofiane, il a dit vaccinez-vous, ça m'a convaincu, quoi. Qu'on n'a pratiquement pas parlé en 20 ans. Tu es parti juste au moment où tu devenais intéressant. C'est incroyable. Non, mais comment vous pouvez? Je suis là, maintenant. De quoi veux-tu qu'on parle? Bien. Je n'en ai aucune idée. Mais bien alors, de quoi tu te plains? Est-ce que je suis le seul à trouver que ça pique un peu au niveau effets spéciaux? Ah non, là le Blu-ray ne donne pas raison à cette séquence. La séquence dans l'avion, elle pue du cul. Enfin, visuellement, ça. Alors, en fait, le gros problème de ces films, c'est que... Vous avez perdu votre âme d'enfant. Ça fait longtemps. Ou en tout cas, j'ai perdu ma VHS où je voyais pas la qualité des trucs. C'est ça. Je pense que maintenant, on voit ça trop bien. ressort en Blu-ray bientôt, tu sais. En 4K, non, mais c'est intéressant de voir le taf qu'ils feront parce que le 2, j'avais eu des problèmes un peu sur les effets spéciaux et sur certaines séquences de nuit avec beaucoup de grains dégueulasses. Et sur celui-là, je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer ce genre de truc parce que là, ça pique, mais vraiment les yeux, quoi. La scène du char qui tombe et qui explose, elle pique un peu aussi. Avec le petit faux bonhomme là qui tombe avec. Oui, moi j'aime ça, son charme. Mais... On dirait un Playmobil qui tombe à côté, ça m'a trop fait c'est rire. Mimi, moi j'aime bien. Il y a le plan avec l'avion derrière, façon La mort aux trousses. Voilà, c'est un peu obligé de le dire. C'est dans tous les films où il y a des avions, de toute façon. Et on arrive au coup du parapluie, donc ta scène préférée. J'adore. Juliana. C'est fou comme Sean a quand même s'est complètement débarrassé de son sex appeal dans ce film. Hein. Alors que Sean, la plupart du temps, voilà, c'est le torse velu, c'est le mec super viril et tout. Et là, dans ce film, il l'est pas du tout. Je trouve ça osé de sa part d'avoir complètement changé cette image publique que les gens ont. Ah bah ça, bon après dans le même film, on sous-entend quand même on dit qu'il a couché avec la femme la plus belle du film, donc du coup ça va, tu peux te permettre de faire poète au. Oui. Non mais disons que s'il est charmant, c'est parce qu'il est espiègle comme un écolier. Exactement. Non mais en plus tout est incroyable vraiment. Après avec la petite justification derrière, c'est vraiment tout est mignon. Enfin. Je trouve que les dialogues dans ce film sont absolument incroyables, quoi. Vraiment, à chaque fois, c'est tellement
C'est tellement bien fait. C'est Truc de l'heure, là où il dit tire à 11h et que l'autre il sort sa montre et tout. Enfin, c'est trop bien quoi ce moment-là. Quoi. Ouais, c'est marrant de voir Sean dans ce rôle-là. On est habitué, on l'a toujours vu depuis tout petit, mais il faut se mettre dans la peau des gens, quoi. Sean Connery, c'était quand même l'homme le plus sexy du monde pendant une décennie, quoi. Ouais. Et là, c'est le gars qui shoot son propre avion tout seul comme un con. Voilà. Il est très gauche. Mais c'est ça qui est bien, c'est que en fait, ils sont très humains tous les deux et ils ont plein de défauts. Enfin, c'est-à-dire que c'est ça aussi qui le rend plus attachant, je trouve, qu'un James Bond de Indiana Jones. Ouais. C'est que, putain, il fait des boulettes, c'est-à-dire qu'il va ramener le carnet, il va se planter. Et Sean Connery, pour le coup, qui au début est une figure un peu genre inattaquable. Enfin, c'est cet intellectuel, ce passionné, ce machin, tu vois, très sérieux. Mais en fait, cette scène où il tire dans l'avion, c'est vraiment genre, ah ok, donc les chiens font pas des chats en fait. Enfin, vous êtes vraiment genre tous les deux hyper humains et pas parfaits, quoi. Donc. Ce que tu dis est intéressant parce que c'est vrai que Bond, avant Craig, il était toujours bien coiffé. Tu sais, il peut lui arriver peu importe quoi que ce soit, il sera toujours bien coiffé, il sera toujours bien sapé. Toujours irréprochable. Hein. Toujours parfait, il a toujours le mot juste, il a toujours il fait rarement de conneries. Jusqu'à Craig, hein, parce que Craig c'est un peu plus il est un peu plus bourrin. Voilà. Moi, je vous avoue que je n'aime pas trop Daniel Craig en James Bond. Ok. Je propose qu'on arrête ce podcast. Voilà, c'était bien jusque maintenant. Mais... Non, mais justement, en fait, je trouve qu'il a pas le. En fait, moi, j'aime bien quand il y a un peu de charme et d'humour dans les films. Et je trouve que vraiment, j'ai l'impression de voir un agent du KGB qui a pris le rôle de James Bond, quoi. Il ressemble à Poutine. Ouais, mais il y a vraiment un truc hyper. Bon, après, c'est aussi intéressant dans la façon dont il revisite les films, mais en tout cas, moi, il me manque. Ce côté un peu, je vais me faire insulter, Pierce Brosnanesque. Beau gosse, quoi. Mais moi, j'aime bien dans GoldenEye, en fait, ce truc un peu genre, il y a aussi un peu de vanne. Daniel, j'aimerais qu'il se déride, mais bon, en même temps, son histoire est dure. Donc, Daniel, il fait des bons films, mais le perso est pas nécessairement le plus funky, quoi. C'est évident. Ouais, après, je trouve qu'il y a des petites blagues par-ci par-là quand même. Voilà. Mais c'est pas le même humour. Faut les trouver quand même. Hein. Non, mais en plus c'est un humour totalement différent, donc je pense que. Je veux dire, la première blague avec lui, c'est quand même au lieu de passer par la porte, il défonce le mur, quoi. Donc ça donne le ton du type de blague qu'on va avoir, quoi. Elle est géniale cette scène. Dans Casino Royale, quand il prend la voiture et que en fait il est avec Catherine Bruno, il fait le tour et il revient au point. C'est une blague, c'est pour dire il a fait de l'humour là, mais c'est pas le même humour. c'est pas pareil. Mais oui, là, de toute façon, en plus, ce côté un peu, rigolo et faillible de, je réussis pas forcément du premier coup, ce genre de choses aussi, c'est des choses qu'on va retrouver un peu plus tard dans des figures comme Nathan Drake pour Uncharted, où il va tomber, il va avoir du mal à se raccrocher, il va crier quand il tombe, enfin, ce genre de choses, en fait. Ouais, humain, quoi, tout simplement. C'est ça, c'est forcément. Ça, de toute façon, c'est un peu plus. C'est sûr que moi, je me suis fait les Uncharted il y a pas longtemps. En effet, Uncharted dans un tout petit peu Indiana Jones, légèrement. Un peu, ouais. Légèrement. Moi, j'ai jamais joué, mais c'est prévu dans les semaines qui arrivent, là. C'est bon, j'ai le 4, là, j'ai récupéré. Ah, tu vas tous te les faire, du coup, d'un coup? Non, je vais juste faire le 4, parce que j'ai que le 4. Et c'est grave si je fais que le 4. Non, ça va. Tu perdras un peu, je pense, mais... Ouais, je pense que c'est comme pour tous. Si tu commences par le premier, ce sera mieux au niveau de l'attachement et du suivi. Parce que le 4, il y a un peu une volonté de reboot aussi, donc ça peut... Enfin, tu vois, ils te font l'origine du perso avec, donc tu comprends, hein, t'es pas largué. D'accord. Bon, par contre, on peut parler des autres sagas, mais on ne parle pas de jeux vidéo ici. Ah, d'accord, ok. Ah, putain, Star Wars et jeux vidéo, ça fait jeux vidéo, non, je déconne, on parle de jeux vidéo. En plus, je l'ai fait sur Patreon, donc... Non, mais Uncharted, c'est vrai que, dans l'héritage d'Indiana Jones, c'est clairement celui qui, finalement, s'est imposé comme étant le plus populaire, quoi. Ouais, il y avait Tomb Raider, quand même. Oui, c'est ça, Tomb Raider, mais... C'est vrai. C'était l'original, quoi. C'est vrai. Il me semble que ces gens essaient de nous tuer. Cessez, père! C'est une nouvelle expérience pour moi. Moi, ça m'arrive tout le temps. Les nazis arrivent à échanger le Graal contre une voiture. Ça, c'est quand même plutôt cool comme deal. Ça m'a vachement fait rire. Et Sean Connery se fait capturer en essayant de sauver Marcus. Et c'est là, on a la longue scène du tank. Spielberg s'était dit comment est-ce que je peux faire mieux que la scène de course-poursuite avec le camion dans le premier.
Et il s'est dit ce serait plus intéressant si il y avait vraiment que cette fois il y avait ça jouait avec un personnage à l'intérieur, un personnage à l'extérieur, qu'il y avait vraiment une dynamique, une évolution des personnages pendant la scène en fait, quoi. Moi, je trouve toujours que les scènes de course-poursuite trop longues sont trop longues, mais c'est mon avis. Moi, celle-là, je l'aime beaucoup. Franchement, je la trouve. Ouais, je l'aime bien, mais je trouve toujours que c'est trop long les scènes de course-poursuite. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce problème avec. C'est pareil dans le premier. Hein. Autant le premier, je peux comprendre, mais c'est vrai que là, il se passe tellement de trucs dedans. Enfin, il y a plein de. Pareil, il y a des blagues qui viennent rimer le truc. Enfin, rien que déjà le début avec Salah qui a ses chameaux et tout. Je trouve ça trop drôle, moi, ça me fait trop rire. Il me dit tu 3 becs avec une balle. Donc on a encore de l'humour, des trucs comme ça. Il tue beaucoup de gens, il me dit quand même. Hein. Ouais, il a un body count dans celui-là quand même. Enfin, il tue beaucoup de nazis, c'est pas vraiment des gens. Soyons un peu. Exactement. Les nazis méritent de mourir, donc c'est bon. Voilà. Enfin, je veux dire, s'il y a bien un truc au cinéma qui peut crever, c'est les nazis, quoi. Moi, j'aime bien le moment où il est Keblo, il est accroché au canon avec son truc. En fait, le making of de ça, c'est quand même super drôle cette séquence où il est traîné près du mur. Et il va se prendre le muret qui arrive là. Ça devait pas être fun pour Harrison, ça, de se prendre dans la tronche. Ouais, il y avait des accessoiristes avec des brouettes au-dessus qui balançaient de la terre au fur et à mesure qu'ils avançaient sur le petit ravin. Là, c'était trop drôle. Enfin, tu vois, le making-of, c'est vraiment le rôle du gars qui doit balancer de la terre sur Harrison Ford sur 40 mètres. Qu'est-ce que ce journal foutit qu'il ne nous dit pas? Ce qu'il me dit, c'est que les abrutis de marcheurs au pas de la loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Tout le monde pense qu'Indy est mort et Sean se rend compte que c'était un mauvais père. Hein, et il fait un très beau monologue, tout ça pour qu'ensuite... D'ailleurs, je trouve Harrison très bon dans cette scène. On dirait vraiment qu'il est paumé quand il revient. Il a l'air complètement... essoufflé et tout. Ouais, il a l'air complètement en bout de vie, quoi. Ouais. Ils arrivent au Temple du Soleil où les nazis essaient de passer les tests pour trouver le Graal. Moi, j'aime beaucoup toutes ces scènes, toute cette partie du film. C'est peut-être ma préférée du film. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Petra. l'année dernière. Pas à Petra, mais vraiment dans le désert. Ah là là, la chance, c'est bon. Et c'est assez magnifique. Il y a vraiment un truc de... Pour le coup, moi, j'ai eu la chance d'aller à Petra. Et c'est vrai que l'arrivée... pour le coup... Tu passes par le même passage qu'eux, donc tu découvres, c'est le premier temple, parce que Petra, en fait, c'est donc une ville entière qui est construite dans les montagnes, mais le temple du film, en fait, il y en a 15 autres derrière, quoi. Non, mais c'est assez impressionnant, parce qu'en effet, le temple du film, c'est le premier truc que tu vois, donc tu prends ça dans la tronche, mais après, en fait, t'as toute une ville qui est construite dans les montagnes. Et donc, c'est... Enfin, quand t'es allé et que tu vois le film, t'es presque frustré de te dire « Ah putain, vous avez utilisé que ce petit truc-là ?» alors que t'as énormément plus à voir. Donc, si jamais vous pensez que ce film vous a spoilé Petra, non, il y a beaucoup plus à voir que... Ah ouais, de toute façon, comme c'est Alexandretta. Voilà. Pour forcer Junior à trouver le Graal. C'est quasiment la séquence qui a fait que Spielberg a vraiment accepté. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment le fait qu'il y ait ce dilemme final que en trouvant le Graal, il va sauver son père, et donc en fait, en trouvant le Graal, il trouve son père, et que le perso, que d'un coup, tout se condense sur l'évolution finale du perso, avec en plus la fin dont on va parler là, avec il dit un truc à la fille et finalement lui fait pareil après, son père le machin. Ça, c'est vraiment ce qui a fait que Spielberg s'est dit là, ouais, ça c'est un film qui me parle. Très bien amené. Ouais, et en plus, tu continues l'affiliation avec James Bond parce qu'il lui tire dessus avec un Walter PPK, donc qui était l'arme de Sean Connery. J'ai même pas vu, tiens. Ouais. Ouais. C'est assez malin, quoi. Ça va jusque-là. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le rapport. C'est un truc qui est pas vraiment évoqué dans le film, mais finalement, là, qui se met à jouer beaucoup, c'est le côté sur la foi. Sur pourquoi toutes ces années, Sean Connery, il a cherché le Graal. Est-ce qu'il y croyait vraiment? Et finalement, son fils, il y croit pas nécessairement. Et là, il doit quand même y croire, parce que si le Graal sert à rien, si c'est juste un gobelet qui fait rien, son père il meurt, quoi. Donc c'est intéressant que ça arrive à ce moment-là du film, je trouve aussi. Vous ne pouvez pas le sauver si vous êtes mort. Seul le pouvoir guérisseur du Graal peut sauver votre père maintenant. Le moment est venu de vous poser la question, en quoi croyez-vous? Pour atteindre le Graal, il faut s'agenouiller pour éviter de se faire couper la tête. Le pénitent s'agenouille, il est humble. Exactement. Ouais, cette séquence, elle est tellement bien, quoi. Il faut écrire Jéhovah en latin.
Et attention, parce que Jéhovah en latin commence par un I. Un I. Et il faut marcher dans le vide. Ouais. Mais j'ai vu que normalement, là, la séance Leap of de faith. Jéhovah... On dit quoi en français, non? Pardon. C'est pas non, je vais dire sous la foi, c'est dans un... En anglais, ils disent leap of faith. Ouais, je me Ouais. demandais ce qu'ils disaient en français. S'il y a un mot. Je sais plus. Tiens. Ouais, non, ça me dit rien. Mais, Excuse-moi, vas-y, Mélissa. Oui, mais Jéhovah, si je me trompe pas, normalement, c'était une grosse migale qui devait sortir. Ça devait pas être un délire de je tombe dans le trou. Et du coup, je crois que c'est du coup une doublure, enfin un cascadeur qui en fait. En fait, la scène marchait. Ouais. Il me semble que la scène marchait pas vraiment. Ça, et que du coup, ils ont juste filmé un cascadeur dans un trou, quoi. Mais au final, ça rend bien mieux. Super bien, moi, je trouve que le fait de tomber dans le vide, ça fait un peu plus peur que juste une grosse migale qui sort. Enfin, il a fait tellement pire que ça que c'est quand même un peu plus prenant, quoi. Et j'aime beaucoup l'effet d'optique aussi. Il est super bien, l'effet d'optique. Ah, il est incroyable. Vraiment, il marche à chaque fois. Je trouve. Il est trop cool. C'est dingue. Donc, il trouve un chevalier croisé qui est là depuis 700 ans. Qui est français apparemment, hein, non? Il n'est pas français, c'est ça qu'ils disent au début du film. En tout cas, les deux autres sont allés mourir en France. Voilà, c'est ça. Comme moi. Il a appris l'anglais pendant tout ce temps, c'est bien. Hein. C'est quand même. Ça l'a occupé en 700 ans. Il se fait chier, 700 ans, merci quoi. Déjà en confinement, c'est compliqué, alors j'imagine pas. En plus, il est dans une vieille grotte, avec des gobelets, quoi. Enfin, tu vois. Un petit Duolingo là, puis c'est bon. Et Indy doit choisir le Graal parmi des dizaines de calices. Ouais. D'abord, Elsa choisit le Graal pour son pote Donovan. Hein. Ouais, elle voit le premier qui passe, elle dit celui-là il est joli, alors ça doit être le Graal. On est d'accord qu'elle fait clairement exprès. Hein. Ah bah oui, elle le piège. Elle le piège. Ouais. Ah bah oui. Après, elle est quand même surprise du résultat. C'est-à-dire qu'elle est quand même un peu choquée. Mais oui. Et là, on a la scène flippante de fin de film. Hein. J'allais dire, et là, on a la scène même, parce que c'est tellement la scène qui est devenue des mèmes. Ouais, bah celle avec le visage qui fond dans le premier aussi, hein, quand même. Non, mais là, c'est surtout le You Choose Poorly, You Choose Wisely qui est utilisé. Ah, je croyais que tu parlais du visage qui vieillit, parce que les deux, on les voit souvent dans les mèmes. Hein, C'est vrai. Choisis judicieusement. Parce qu'on a une scène flippante par film, vraiment, ou gore, ou on l'appellera comme on voudra. Dans le premier, c'est les visages qui fondent. Dans le deuxième, c'est le cœur qui bat dans la main et qui brûle, etc. Et dans le troisième, c'est ça. Donc, même question pour tout à l'heure, c'est laquelle, pour vous, la plus flippante? Moi, je dirais la première, celle de l'arche. Parce qu'il y a vraiment ce truc de si tu fermes pas bien les yeux, moi, je me disais, quand j'étais petite, je me disais, mais si je ferme pas bien les yeux, peut-être ça va m'arriver et tout. Alors que je sais que je me connais, je serais jamais allée boire dans un Graal que je connaissais pas, quoi. Voilà. Je serais jamais allé boire dans un Graal que je connaissais pas. Et toi, Mélissa? C'est vrai. Ouais, pareil. Je trouve que vraiment le visage qui fond, c'est quand même plus vénère. Enfin, on sent quand même que Donovan, le vieillissement accéléré n'est pas extrêmement agréable à vivre. Ah, c'est pareil. Le visage qui fond, visuellement, c'est quand même un peu plus traumatisant. Ouais. Et toi, Zoltan? Oh, bah, le cœur du 2, quand même, c'est bien dégueu, quoi. Oh, bah, tout a été cité, c'est bien. Voilà. Tout le monde est content. Toi, c'est quoi? Parce que t'as pas dit, toi. Moi, c'est Shia LaBeouf. Allez, cadeau. Shia LaBeouf qui reprend le chapeau à la fin. Non, ça va, il lui dit non, pas tout de suite, quoi, un truc dans Mais le il le genre. ramasse quand même. Le Calès. Vous devez choisir, mais choisissez judicieusement. Parce que si le vrai Graal vous apporte la vie, le faux Graal vous la prendra. Indy fait le bon choix, il sauve son père. Est-ce que ça veut dire que... Ah, je suis contente que tu poses la question. Oui. Je sais quelle question tu vas poser. Bon, on apprend dans le cadre que Henri meurt. Henri est mort. Donc le Graal, en fait, il faut en boire plusieurs fois pour tenir en vie, ou c'est quoi le truc? Moi, il l'a pas bu. Ah si, il l'a bu aussi. Ce que je veux dire, c'est sur sa blessure aussi. Moi, ma théorie, c'est que Henri, ça l'a soigné. Ouais. Parce qu'il était en mauvaise posture, mais bon, que ça l'a pas, voilà. Et Indy? Et alors moi, ma théorie, ce serait qu'il faut rester dans la grotte. C'est ça, ouais. C'est qu'une fois que tu te barres, ça marche plus, ouais. Ah, mais oui. Ah oui, je crois qu'ils le disent plus ou moins en plus, non? Ouais, non, il le dit pas, mais en tout cas, tu comprends qu'il faut pas enlever le Graal. Tu peux pas partir du Graal. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Clairement, quand tu te barres, ça fout la merde. Enfin, disons que ça expliquerait pourquoi le chevalier est toujours là. Parce que lui, il est resté là, il veille sur le Graal. Donc...
Mais accorder la vie éternelle, je pense que, hélas, c'est que si tu fais le pacte de garder le Graal dans la grotte, quoi, avec les autres Graals, la collection. Moi, On sait qu'il les a astiqués pendant 700 ans, les Graals, tu vois, Il a littéralement fait que ça. Je me dis, si t'en bois juste une gorgée, ça suffit pas, il faut vraiment que t'y ailles, quoi. Là, tu vas pas boire 6 litres de béni dans le Graal. Faut te faire une bonne chope. Par exemple, dans Hercule, important. Dans Hercule, il faut boire jusqu'à la dernière goutte. Exactement, et comme il a pas bu la dernière goutte, ça ne marche pas. Donc moi, j'étais toujours restée sur un raisonnement un peu équivalent. Voilà, si tu l'as pas j'aime bien cette théorie aussi, j'avoue. Mais il y a personne qui lui dit quoi que ce soit. Il est à la moitié sur sa blessure et il boit un peu pour leur mettre un peu d'aplomb. Donc, il n'a pas bu la coupe entière, donc ça marche pas. Et pareil, Indiana Jones boit pas la coupe entière. Il prend un peu le fond et voilà, il check si c'est OK. Mais c'est pas, entre guillemets, il le fait pas pour de vrai. Mais bon, ça se trouve, c'est ultra flingué. Hein, mais c'était comme ça que je me l'étais représenté. Mais ouais, ça se trouve, en fait, c'est pas le Graal, c'est juste l'eau qui était remplie d'antibiotiques. Et, voilà, quoi. Bah non, vu que ça rend les gens vieux aussi. Ouais, des antibiotiques un peu... voilà, quoi. Qui marchent pas sur les nazis. Ouais, voilà, c'est ça, anti-nazis. Il a choisi bien mal. Elsa fait l'imbécile et tout s'effondre. Ah là là, mais on lui avait dit de pas l'emmener au-delà de Dadal, pardon, mais elle écoute pas aussi quand on lui parle. Là. On lui a pas parlé en allemand en criant dessus, c'est pour ça. Non, et puis là, elle a clairement ça me fait penser à Isildur dans Le Seigneur des Anneaux, ou Frodon à la fin du Seigneur des Anneaux. Une fois qu'ils se retrouvent devant le truc, ils sont devenus complètement fous. Ou le singe dans Aladdin, quand il voit la pierre précieuse, c'est exactement pareil. Quoi. Oui, mais bon, c'est un singe. C'est vrai, c'est un singe, c'est quoi son excuse? Tu peux lui pardonner, tu vois, d'être un peu influencé. C'est une nazie, écoute. Non, mais bien sûr, ça a du sens en plus, parce que l'autre, il vient de l'avoir tombé dans le trou, et qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, il va aller essayer d'attraper le Graal, je peux l'avoir, je peux presque le toucher. Indiana! J'adore, parce qu'elle est trop bien, cette scène. Avec la préparation de Junior et tout. Ouais. Junior, donne-moi ton autre main. Je ne peux plus te tenir. Je peux l'atteindre. Je peux presque le toucher, père. Indiana. Laisse-le. Donc le plus important, c'est pas la quête, les amis. Hein? Et sauver son papa. Non, c'est les amis qu'on se fait sur le chemin. Ah bah ça. C'est pas le trésor, tu veux dire. Le plus important, c'est... De toute façon, ça, on l'apprend dans le premier aussi. Quoi. Il récupère l'objet, au final, ça lui apporte quoi? Rien. Enfin, c'est un peu ça son truc à Indiana Jones. Il récupère les objets, il les met dans des musées, on n'en parle plus. C'est pour ça que j'ai été trop surpris quand on a revu Benjamin Gates, parce qu'à la fin, il finit quand même avec une grosse bagnole en mode j'ai pu me la payer avec le trésor. Ah ouais, il y en a quand même un qui profite, quoi. Enfin. Ouais, parce que Indiana Jones, il pourrait au moins se mettre, je sais pas, des pièces d'or dans la poche de temps en temps quand ils sont sur un trésor, tu vois, mais non, il fait jamais ça. Ouais, je pense que son salaire de professeur doit être pas mal non plus. Franchement, pour les heures qu'il fait, je sais pas combien il est payé à l'heure, mais ça a l'air d'être le plus rentable des États-Unis, quoi. C'est arrangé avec Marcus. Il a plus ou moins un travail où il n'a pas besoin de venir du moment qu'il continue à venir. Un emploi fictif, quoi. Voilà, un emploi fictif, exactement. Et ils partent en cheval vers l'horizon avec Marcus qui a pris de l'avance. Donc là, on pense que c'est fini pour Indy, sauf que 3 petits points. Oui, il y aura une série. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de, j'allais dire, ce temple maudit? Non, l'autre. Ah non. L'autre. Qu'est-ce que vous avez pensé de la dernière croisade? Ah bah c'est un de mes films préférés tout court dans mon top 3 de ma vie, quoi. Donc vraiment c'est mon film de cœur. Je suis ravie d'ailleurs, il y a 2 ans, il y avait eu des séances en plein air de ciné à la pyramide du Louvre. Enfin, près du Louvre, et au Louvre même, pas sur la pyramide, mais au Louvre. Et donc du coup, je l'ai vu, je l'ai revu dans ces conditions dehors, et c'était vraiment magique de revoir Indiana Jones près du musée, quoi. C'était vraiment super beau, et ce film est incroyable. La VO est incroyable, la VF est incroyable. Enfin, du coup, c'est vrai qu'on a parlé vite fait de la VF, mais c'est la première fois où Richard Darbois double Harrison Ford, et il fait un travail extraordinaire, comme toutes les fois où il va doubler Harrison Ford après. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais jamais capté que c'était Céline Montserrat qui doublait Elsa, vu qu'elle a l'accent.
Ouais. Mais en fait, là, je sais pas pourquoi j'y ai fait gaffe, mais c'est trop bien, en fait, ça marche. Ouais, ça j'adore cette marche doubleuse. super bien. Enfin, tout est parfait, quoi. C'est la réunion de tout au niveau fantastique. T'as le retour des nazis, au niveau le fantastique. Le fantastique marche très bien. Voilà, tous les persos sont vraiment super. La complicité entre les deux est super. Encore une fois, les dialogues sont vraiment extraordinaires. C'est bien écrit, l'humour est bien dosé, les scènes d'action sont géniales. Vraiment, c'est un film parfait pour moi. J'ai absolument rien à reprocher à La Dernière Croisade, quoi. C'est vraiment mon film de cœur que je pourrais revoir des centaines et des centaines de fois sans jamais me lasser, quoi. Eh ben, moi, je vais pas avoir à rajouter grand-chose, vu que je pense que tu as à peu près tout dit. Mais non, bah moi, c'est pareil. C'est un de mes films préférés. Alors, je sais pas si c'est dans mon top 3, mais c'est sûr que c'est dans mon top 10. Mais non, c'est... Moi, je trouve que c'est très finement écrit et que, en fait, tout est bien à chaque poste. C'est-à-dire que les comédiens sont bien, le boulot sur le scénario, il est super, le montage est génial, la photo est magnifique. Enfin, il y a vraiment, la façon dont il filme en fait son histoire, ses images, ses personnages. Je trouve qu'il y a de l'affection. T'es content de les retrouver. Enfin, c'est... Tout à l'heure, on parlait de la popularité des différents Indiana Jones. Je pense qu'il y a un côté hyper humain en fait dans celui-là qui remporte le cœur des spectateurs. D'un point de vue cinématographique, je pense que vraiment le 1 est aussi ultra canon et pour des raisons différentes. Mais celui-là, moi, il me fait basculer parce que dans les scènes père-fils, ça me fait basculer, parce que dans la vulnérabilité des persos, ça me fait basculer, parce que dans ce que ça raconte, ça me fait basculer. Donc non, je trouve ça formidable, et la BO de John Williams, elle est dingue, et je pense que c'est ma BO préférée des Indiana Jones, parce que je la trouve, chacun a son thème, il y a un petit... Moi, c'est des sons qui m'emportent, quoi. Mais d'ailleurs, je pense que peut-être vous l'avez déjà dit, mais moi j'adore cette anecdote, elle est super connue, mais sur la façon dont John Williams a composé le thème d'Indiana Jones, c'est qu'en fait... il en a proposé 2 à Spielberg, et que Spielberg n'arrivait pas à choisir, et qu'il a dit bon, vas-y, on met les 2. Vas-y. Donc il y a et il y a le enfin bon, bref, je trouve que c'est génial en fait, parce que le mec il était déjà tellement talentueux qu'on t'a dit vas-y, mets les deux. De toute façon, si je te demande d'en faire un autre, c'est sûr qu'on va mettre le 3e, donc vas-y John. Voilà. Pour parler de la VF contre la VO, les films de mon enfance, je m'en fous, VF, VO, c'est pas le problème. Mais quand même, tous les films avec Sean Connery, je les préfère en VO parce qu'il a tellement un accent écossais. Ah ouais, et là, il le cache pas. Ah oui, il assume bien, il n'y a pas de souci. Il est génial, son accent. Donc, rien que pour ça, si vous avez jamais vu la VO ou même entendu la vraie voix de Sean Connery, tentez-le parce que c'est quand même sympa, quoi. Et toi, Zoltan ? Bah, franchement, c'est vrai que j'appréhendais un peu le revisionnage parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même parmi une certaine fanbase du... Autant le Temple Maudit est peut-être le film qui a été le plus réévalué depuis sa sortie, mais La Dernière Croisade, j'ai l'impression qu'il est doucement mais sûrement, il est un peu conspué par certains, quoi. Et donc j'appréhendais, en fait non, il marche de fou, quoi. Ouais, ça s'arrête jamais, ça voyage, moi j'adore quand ça voyage, et c'est ce qui me frustre un peu dans le 2, et mine de rien un peu dans le 1. Là, vraiment, tu passes de Venise à l'Autriche, tu vas à Berlin, après tu te retrouves dans le désert. Au début, t'étais sur un bateau avec de la flotte partout. Enfin, je trouve ça vraiment l'aventure pure et dure. J'adore le début. C'est un bon. Pour le coup, c'est du fan service, mais dans la dose qu'il faut, parfaite, quoi. Cette espèce de petit délire où on te résume un perso en 15 minutes. Et la relation père-fils, elle est drôle, elle est touchante. Et pareil, on est sur une vraie quête chasse au trésor. Je pense que c'est la meilleure chasse au trésor de l'histoire du cinéma, quoi. Il y a pas, enfin vraiment, il y a les indices, t'arrives à les suivre, c'est cohérent, t'es impliqué. Tous ces espèces d'énigmes à la fin sur le pénitent, tout ça, t'es avec lui, t'as envie de comprendre ce que ça voulait dire, et à la fois quand les justifications tombent, c'est évident et ça coule de source. Donc non, c'est un très très grand film, et clairement moi ça reste le meilleur haut la main. Vous avez plus ou moins dit tout ce que je voulais dire.
C'est souvent comme ça parce que c'est toujours avec moi que ça finit. Bah ouais. Et donc après, je suis là genre, ok. Le peuple veut quand même savoir. Le peuple sera ravi d'apprendre que j'ai vachement bien aimé. J'avais justement peur de me dire que peut-être que c'est un film trop gentil, peut-être que c'est un film avec trop d'humour, ceci, cela. Peut-être que c'est le retour du Jedi de Indiana Jones, voilà, quoi. je me disais, c'est peut-être un peu comme ça. Et non, pas du tout. C'est aussi bien que quand j'étais gamin, quoi. C'est un super film. C'est pas un crime quand on dit que c'est le meilleur des trois. Moi, personnellement, ça se joue entre celui-là et le premier. Mais ça peut basculer de l'un à l'autre suivant lequel j'ai vu le plus récemment, en fait. Ça va jouer à ça, quoi. Je trouve Sean Connery, la relation avec Harrison entre les deux, c'est la perfection totale. C'est l'idée du film. Si t'as pas ça, en fait, t'as juste un Indiana Jones classique. Alors que là, ça t'ajoute une dimension, un passé au personnage et un futur aussi. Alors que d'habitude, c'était juste, Indy a fini sa mission, maintenant c'est fini. Là, il a sauvé son père, il a sauvé sa relation avec son père. Ils vont bien s'entendre maintenant. Et il y a une suite, quoi. Et puis voilà, en plus, il est joli, quoi. C'est un joli film. Donc je lui donne 2 étoiles sur 5. Ah ouais, c'est enfin classique. Junior. Non, mais tu vois à quel point, l'influence que le film a eu au fur et à mesure des années sur toutes les œuvres. Chaque fois que tu vois des films d'aventure ou pas, hein, mais qui ont cette histoire un peu d'épreuve à surmonter. Enfin, tu vois que c'est toujours en fait, entre guillemets, singé sur la dernière croisade. C'est toujours. Même les répliques, comme ça, quoi. J.J. Abrams, quoi. Ouais, mais c'est dingue. Mais sur plein de trucs, j'ai vu le dernier film Lupin qui est sorti, le film d'animation. Et là, vraiment, il y a aussi, donc sans trop spoiler, hein, mais voilà, il y a vraiment la trame, c'est, on dirait, la dernière croisade fait par des Japonais, quoi. C'est vraiment incroyable de se dire, voilà, le film est sorti en 89 et tu peux revoir un peu tout ça, vraiment, cette même structure plein de fois, quoi. Mais même, c'est vrai que pour qu'une réplique comme ça placée dans un musée, tout le monde a l'impression que ça vient du premier film, c'est que le film, tu vois, il est pas anodin, quoi. Il marque quand même. Il y a un côté où il incarne Indiana Jones, quoi, autant que le premier finalement. En fait, il y a 2 phrases qui vraiment définissent Indiana Jones. C'est les serpents. Je déteste. Il fallait que ce soit des serpents. Et ça placé dans un musée. Ouais, les nazis, je hais ces gars. Et les nazis, je hais ces gars. Voilà, ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais cette phrase, elle est... Qui ne déteste pas les nazis, j'ai envie de te dire. Plein de gens. Oui, bien plein de gens, je sais. Oui, sur Twitter. Ouais. Surtout en 39, ils étaient quelques-uns en 39. J'ai quitté Twitter d'ailleurs et j'ai jamais été aussi bien dans ma peau depuis que j'ai quitté Twitter. Je suis bien en paix avec moi-même. Ma peau est plus belle. Ah ouais, mais je brille. Et toi, Junior, qu'as-tu trouvé? Junior, père, S'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire, c'est Junior? C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Junior. Moi, j'aime Indiana. On a appelé le chien Indiana. Peut-on rentrer, s'il vous plaît, maintenant? Le chien? Tu t'appelles comme le chien? J'ai des souvenirs bien émouvants de ce chien. Merci à vous deux d'être venus, de nous avoir rejoints. C'était super sympa. C'était un vrai plaisir quand il s'agit de parler de Steven Spielberg, de toute façon. On te fera signe pour les Jurassic Park, hein, j'imagine, vu que c'est la seule autre saga qu'il a faite. Vous pouvez me faire signe, mais que pour le 1, je pense. Que pour le 1, ouais. Mais du coup, tu t'as pas décidé, donc du coup, qui est qui entre Juliana et moi et Elsa Schneider, laquelle est Marion Ravenwood? Est-ce que tu as une préférée? Julie, est-ce que... Moi, j'aime beaucoup Marion parce que... Et Willy? Non, pas Willy. J'aime bien Willy aussi. Franchement, j'aime bien Willy aussi, mais vraiment, ça se trouve, ça serait d'ailleurs mon ordre. Ça serait Marion, Willy et peut-être Elsa. Ouais. Ouais. Ah ouais, dingue. Mais parce que Marion, je trouve qu'il y a une jolie histoire et même si le 4, je suis pas hyper fan, j'aime bien que... Enfin, il y a une réplique à un moment où elle lui fait... je sais pas, il lui dit, en gros, il y a eu d'autres femmes. Ouais. C'était quoi le problème avec les autres femmes? Et il lui répond, le problème, c'est qu'elles n'étaient pas toi. Elles n'étaient pas toi. Ouais. Et j'avoue que mon petit cœur de romantique, genre le destin, l'âme sœur, etc., voilà, c'est Marion.
Je la trouve badass, je la trouve très belle en plus. Et j'aime bien, elle lui tient tête aussi, mais pas. Enfin, non, je trouve que c'est un très beau personnage. Et elle est pas nazie. Et elle est pas nazie, qui plus est en bonus. Voilà. Moi, c'est Cate Blanchett, parce que Cate Blanchett avec sa perruque et son uniforme. Mais je crois que je suis plus touchée aussi par le côté Marion un peu abandonnée, toute seule, qui va reprendre part à une aventure que. En fait, je comprends le combat d'Elsa parce qu'il y a vraiment un truc de hyper, hyper intéressant aussi de personnage. De je suis fascinée, je suis moi aussi, une archéologue / genre je m'intéresse au Graal, je suis fascinée par le Graal et effectivement c'est pour cette fascination et que je m'associe au mal. Mais je suis moins touchée par sa personnalité, son combat, elle est plus froide, quoi. Elle est plus. Ouais, moi j'adore Marion. Je suis un grand fan de Marion, toujours été. J'étais d'ailleurs super content quand ils ont dit qu'elle revenait dans le 4. Ouais, pareil. Et au final, c'est loin d'être la pire chose du 4, donc elle s'en est encore bien tirée. Le traitement de Marion dans le 4 est acceptable pour le coup. Et en plus, Marion a quand même la meilleure introduction de personnages avec le concours. Le concours de picole, elle le voit, lui met un pain dans la tronche. Moi, du coup, elle est devenue instantanément ma meuf sûre en deux scènes, quoi. Vraiment, elle est. Pas sûr que je tienne aussi bien qu'elle, par contre. Vous pouvez retrouver Juliana sur 2 heures de perdu et Kumite aussi. Kumite qui parle de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme qui n'a pas fait beaucoup de sagas, mais qui a fait Universal Soldier. Et un jour, on en parlera. Voilà. Ah oui, ça, c'est dit. On fera pas les kickboxers et les trucs comme ça parce qu'il est que dans le premier. Mais par contre, dans les Universal Soldier, on pourra le faire. Pas tout de suite, c'est pas encore dans le chapeau. Oui. Bon courage pour Universal Soldier. Il faudrait déjà qu'on refasse un épisode bientôt, mais ça c'est une autre histoire. Mais nous allons nous y remettre. Petit à petit. C'est juste que là on est dans le dur, on est vraiment dans la période direct ou DVD, film pas ouf. Et j'avoue que voilà, on aime beaucoup Jean-Claude, mais parfois. Mais nous aussi, on a eu des périodes difficiles sur le podcast où on fait les films Marvel et DC. Où on a enchaîné les Ghost Rider et les trucs comme ça. Le pire, c'était tous les X-Men. Je veux dire, à un moment. Les X-Men, il y en avait 3 de bien et tout le reste, c'était genre, mais on n'arrêtait pas de se regarder, genre, mais en fait, ils sont affreux ces films, quoi. Les X-Men, j'avoue, 10e, on n'en pouvait plus, quoi. J'avoue que j'ai été très triste parce que à la base, on peut révéler ce secret. Je devais venir faire Creed 2 avec vous et j'ai eu un contretemps et je m'en excuse encore, mais en tout cas, j'aurais adoré faire Creed 2 parce que j'adore Creed 2, je préfère le répéter. On avait été plutôt sympa avec Creed 2, si je me rappelle bien. Moi, j'adore Creed 2 aussi. On avait bien aimé. Encore un film sur la paternité. Ça. Comme beaucoup de films de cinéma, vu que beaucoup de films de cinéma dans ces époques-là aussi, et même aujourd'hui, sont faits par des hommes. Mais ça, c'est un autre débat. Est-ce que tu aimes les Rambo ? Oui, mais moins. Okay. Donc, je ne proposerai pas ma participation pour les Rambo. Si vous voulez aider le podcast à continuer, découvrir des épisodes bonus sur des tonnes de sujets, jetez-vous sur le Patreon, patreon.com/plan-séquence, et vous pouvez aussi venir rigoler avec nous sur le Discord ou sur Twitter, @lasagapod. Dans le prochain épisode, on va se pencher sur Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, avec Catherine Blanquette et Franck Leboeuf. Et on tirera aussi la prochaine saga au sort, bien sûr. Franck Leboeuf, depuis que je l'ai vu dans Une longue histoire du temps. Oui, c'est vrai, il est dedans, c'est pour ça que je l'ai dit. Merveilleuse histoire du temps, là. Bon, c'est tout, à la prochaine tout le monde. Ciao, ciao. Merci. Salut. Junior. Oui, père. C'est toi, Junior. Je vous en prie, ne m'appelez pas comme ça.